aux ressources humaines de la ville, mais pourquoi je tenais à ce qu'elle se présente aussi, c'est parce qu'elle va vous passer le micro ce soir quand vous allez poser des questions. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, peut-être que vous vous en rappelez, en fait, on diffuse en même temps la soirée pour que des gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui voudraient y assister, poser des questions, puissent le faire de chez eux en regardant leur écran de tablette ou d'ordinateur. Et en fait, quand vous parlez dans le micro, c'est retransmis et ils entendent votre question. Sinon, ils vont m'entendre répondre à votre question, mais ils ne sauront pas la question que vous avez posée. Donc, c'est pour ça que Christine va pendant la soirée, se déplacer pour venir vous voir et vous passer le micro. Qu'est-ce que j'ai aussi, alors je vous prie d'excuser l'absence d'Anne-Marie Gérard, qui est la présidente du conseil de quartier, mais qui était retenue professionnellement cette semaine, donc qui n'a pas pu être là. Mais il y a des conseillers de quartier qui sont là. Si vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous identifier, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Merci à eux. Et nous avons Yaya Djanka de l'équipe municipale qui nous a rejoint également. Et à la table, Madame Loss, la directrice générale des services. Voilà. Alors, on va commencer par vous faire un petit point très rapide sur un sujet qui passionne toujours tout le monde, ce sont les finances, mais qui est important, il est vraiment important que vous puissiez avoir ces éléments-là, parce que vous entendez sans doute que l'État français est un peu en difficulté au niveau financier, et suite à vote du budget qui a été très compliqué ces derniers mois, eh bien, l'État a souhaité mettre à contribution les collectivités pour redresser les finances publiques. Donc, on va vous donner quelques mots là-dessus. C'est important que vous ayez cet éclairage-là. Je vais fermer. Voilà, attendez. Voilà. Faites un grand écran. Voilà. OK, alors, voyez ce chiffre, 58 millions d'euros. En fait, il faut comprendre que depuis 10 ans, nous avons fait le calcul avec la directrice générale des services, avec l'élu aussi en charge des finances, Mme Bastoni. Sur les 10 dernières années, au total, par des systèmes de péréquation, c'est je prends une commune pour donner à une autre, et par des systèmes de fonds auxquels ils nous demandent de contribuer, plus la diminution des dotations qu'ils nous apportent, qui sont des dotations, au départ, la dotation globale de fonctionnement, c'est une compensation pour une taxe qu'ils avaient retirée aux villes il y a très longtemps. Vous voyez, on nous a retiré la taxe d'habitation récemment en nous disant mais ne vous inquiétez pas, on vous la compense. Ben, ça nous inquiète parce que la dotation globale de fonctionnement, c'était déjà une compensation d'une taxe et sur laquelle, depuis 10 ans, on nous a retiré 11 millions d'euros. Et donc, au total, en 10 ans, on nous a retiré 58 millions d'euros. Grosso, on a un budget de fonctionnement qui est d'un peu plus de 50 millions d'euros par an. Donc, c'est comme si vous, sur 10 ans, il y avait une année entière de salaire qu'on vous prenait. Voilà ce qui s'est passé pour la ville sur ces 10 années. Et la dotation globale de fonctionnement, vous voyez, par exemple, il y a 10 ans, on percevait 11 millions d'euros de la part de l'État. Aujourd'hui, nous ne recevons plus qu'1 million d'euros et nous savons que dans les 2-3 ans qui viennent, nous ne toucherons même plus ce million d'euros. Et cette année, donc je vous parlais en préambule de cette participation, de cette contribution qui a été demandée aux collectivités pour participer au désendettement de l'État. Ça a pris la forme d'un dispositif qui s'appelle le DILICO. Alors, c'est un acronyme, je ne m'étendrai pas dessus, qui est un système très flou, très curieux. On nous prélève par le DILICO et d'autres dispositifs 1,6 million d'euros cette année en plus.
On nous annonce qu'une partie, celle qui concerne le Dilico, soit à peu près 900 000 euros, combien déjà 700 000 euros, nous serait restituée dans les 3 prochaines années. Et on vous prend cette année, on vous rend sur les 3 prochaines années, mais on ne vous rend pas tout parce qu'on vous reprend 10% dessus pour les donner à d'autres. Et donc, on se dit, bon, bah, c'est ennuyeux, mais si on les récupère, c'est moins grave. Un ami sénateur avait proposé à l'État de permettre comptablement que dans notre budget de l'année, on puisse marquer en dépenses les 700 000 et les marquer en recettes en anticipation des 3 années où on nous les remboursait. Et les services de Bercy ont répondu, ah non, on l'a dit mais on ne l'a pas écrit. Donc en fait, les 3 années où ils devraient nous les rendre, je n'y crois pas trop. Et on nous annonce qu'il y aura un Dilico 2 l'année prochaine. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces sommes qui sont prélevées aujourd'hui, il faut comprendre que ce 1,6 million qui nous est prélevé cette année, en plus de tous les autres prélèvements, ce sont des annonces qui nous ont été faites tout récemment alors que nous avions déjà construit notre budget pour l'année. Ce qui veut dire que nous avons dû prendre dans chaque service, nous avons dû trouver des économies absolument partout pour pouvoir trouver ce montant d'1,6 million que nous n'avions pas caché quelque part sous un matelas ou dans un tiroir. Il a fallu qu'on déduise dans chacun de nos services, qu'on fasse des économies pour réussir à présenter un budget équilibré, puisque ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre. Le budget d'une ville, ça n'est pas comme le budget de l'État. L'État peut s'endetter de manière extrêmement importante et continuer de s'endetter. Une collectivité, elle a plus le mode de fonctionnement d'un ménage. C'est-à-dire qu'on ne peut dépenser que ce qu'on a, pas plus. Alors, on peut emprunter parfois pour faire des travaux, mais il faut savoir que pour qu'une banque nous accorde un prêt, elle va regarder dans notre budget, justement, entre nos recettes et nos dépenses, une fois qu'on a financé nos écoles, nos personnels, nos travaux qu'on a budgétés, etc. pour l'année, est-ce qu'il nous reste de l'argent à côté pour ce qu'on appelle l'investissement? Et s'il nous reste de l'argent pour de l'investissement, alors on peut emprunter parce qu'on est en capacité de rembourser. En revanche, si nous n'avons pas de capacité d'investissement, si on n'a pas pu mettre d'argent de côté pour pouvoir investir, alors la banque refuse de nous prêter. Donc on ne peut pas s'endetter comme l'État. Ce qui veut dire que si l'État continue dans les 2-3 prochaines années de faire ce qu'il fait là, eh bien, je ne sais pas comment on va faire parce qu'on va se retrouver dans une situation financière de plus en plus tendue. Et à force de gratter partout pour trouver des économies, à un moment, on n'en trouve plus des économies. Donc, je ne sais pas comment on pourra faire par rapport à ça. Donc, c'est une vraie inquiétude. On a écrit avec mes collègues de Saint-Quentin au président du Sénat pour l'alerter sur ce sujet-là, puisque lui, il est en discussion avec le gouvernement actuellement. On a aussi averti notre député, puisqu'il fait partie de la majorité, en disant « Faites attention, parce que là, vous allez étouffer les collectivités ». Ce qu'on en comprend, c'est qu'aujourd'hui, l'État, qui ne peut plus s'endetter, essaye d'une certaine manière de transférer une partie de l'endettement à venir sur les communes, pour ne plus avoir à le porter lui. Mais c'est un très mauvais calcul, parce que qui financera, parce que je vous parle des villes, mais il faut aussi penser aux communautés de communes ou d'agglomérations comme dans notre cas, il faut penser aux départements, il faut penser aux régions. Or, le département, par exemple, finance toutes les infrastructures qui dépendent de lui, les routes, les ponts. Si ces collectivités-là n'ont plus les ressources pour entretenir ces équipements-là, qui sont souvent des équipements assez anciens sur les territoires, on va se retrouver avec des problématiques dramatiques. Donc, on a vraiment alerté l'État là-dessus en disant faites attention, c'est pas un bon calcul de nous pressurer à ce point-là parce que au-delà des services qu'on ne serait plus en mesure d'assurer, derrière, à d'autres échelons comme celui que je viens de vous évoquer, eh bien, il y aura des problèmes structurels sur des équipements très importants. Vous avez vu cet été, avant les Jeux olympiques, quand la 12 s'est effondrée sur une partie et qu'on ne pouvait plus rouler, c'est tout de suite des millions et des millions. Et tout ce réseau, on a bien besoin de l'entretenir, donc il faut que les collectivités gardent des moyens. Donc, quand je vous dis ça, je ne veux pas plomber la soirée et vous dire tout va mal et on ne peut plus rien faire. On a la chance sur Montigny, je le dis toujours, d'avoir un tissu économique extrêmement fort
Donc, on a des recettes par les entreprises qui nous parviennent, qui sont importantes, et donc qui nous permettent encore, avec difficulté, mais qui nous permettent encore de tenir. Et on a eu la confirmation d'Airbus qui vient bien s'installer en 2028. Donc, c'est une entreprise importante, mais qui ne vient pas seule, qui va venir avec d'autres entreprises. Donc, là encore, on va pouvoir à nouveau toucher de nouvelles taxes grâce à l'arrivée de ces entreprises. Donc, on a ce point-là, une économie importante. On a la chance d'avoir un taux d'endettement dans la ville qui est très très faible. Mes prédécesseurs ont très peu emprunté. Nous avons fait de la même chose depuis le début de ce mandat, ce qui fait qu'on est à un montant d'endettement qui est... on l'a ou pas? Non, pas complètement. On est à 200, je crois. Ah oui, oui, pardon, excuse-moi. Oui. Non, il n'est pas. Bon, c'est pas grave. 200, On doit être à 200, enfin, entre 2 et 300 euros par habitant, quand la moyenne du département des Yvelines est à 900 euros. Voilà. Donc on est bien. Et le fait qu'on n'ait pas d'endettement important fait qu'on n'a pas cette part-là qui part tous les ans, comme l'État, hein, vous l'entendez, qui l'essentiel de son budget part dans le remboursement de la dette. Nous n'avons pas cet écueil-là puisque nous avons un endettement qui est extrêmement faible. Mais encore une fois, ça nous oblige à être très très vigilants dans les choix qu'on fait au niveau des décisions budgétaires parce qu'on n'a plus le mou qu'on pouvait avoir auparavant qui nous permettait d'avoir toujours un peu d'argent de côté quand il y avait un souci ou quelque chose dans l'année qui arrivait, on avait de quoi faire. Là, cette année, avec le directeur des services techniques, avec Bruno Boussard, on le voit, quand il y a un pépin quelque part et que des travaux qui n'étaient pas prévus doivent être faits en urgence parce qu'il y a un problème de sécurité, eh bien, on regarde qu'est-ce qu'on va abandonner dans les travaux qu'on avait prévu de faire. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous donner ces éléments-là. Alors, de l'autre côté, pour la 15e année, on a décidé de ne pas augmenter les taxes sur la ville. Alors, on a décidé de ne pas les augmenter parce que, tout d'abord, on n'a plus que la taxe foncière aujourd'hui, ce qui veut dire que si on fait porter l'eau, on ne la fait porter qu'aux propriétaires, pas aux locataires. Donc, ça veut dire que la solidarité au niveau de la commune ne s'exerce plus pleinement, elle se fait uniquement par les gens qui sont propriétaires. Donc, je ne sais pas encore combien de temps on tiendra, mais tant qu'on peut, on essaie de faire en sorte de ne pas augmenter les impôts. Et là, on vous a mis, voilà, sur un billet de 100 euros, vous avez une indication comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Grosso modo, une grande partie, c'est quand même pour l'enfance, et c'est bien logique. Hein, on est scolaire, périscolaire à 26 euros. L'élu qui est au fond, là, est celui qui nous coûte le plus cher. La petite enfance, on est à 16%. Donc, sport et culture, on est à 16% aussi. 8 et 7, environnement voirie, on est à 6%. Jeunesse qui se rajoute déjà au scolaire, périscolaire, petite enfance, c'est 3% de plus pour nos jeunes. Sécurité, 3%. Action sociale, 3%. Et puis tout ce qui est événementiel, c'est 3% également. Et les services support, c'est 25% du budget de fonctionnement. Vous avez cité les RH qui coûtent vachement. Ah bah oui, parce que les RH, c'est ce qui coûte le plus, c'est le budget le plus important. Oui, mais l'IA, ça ne garde pas les enfants. Regarder les petits, c'est compliqué. L'IA, ça ne garde pas les enfants. L'IA, ça sera utile. On est en train de travailler là-dessus pour mettre de l'IA là où on peut le faire, bien sûr. Mais sur des services à la population, on est essentiellement sur du personnel auprès des... Non, mais je reprends ce que vous dites. Alors, sur les investissements, puisque cette année, on a quand même voté un certain nombre de choses en conseil municipal lors du vote du budget. Donc, il y a sur le quartier Saint-Quentin, le ravalement, la rénovation thermique de la crèche Comtesse de Ségur. Donc là, c'est à la fois réaménager l'intérieur pour qu'il y ait un accueil plus confort encore des enfants et des personnels, mais c'est aussi une isolation thermique. Et on vise 60% d'économie d'énergie en faisant ces travaux-là. On a fait l'aire de jeu du village qu'on a inauguré il y a peu de temps. Nous avons voté l'agrandissement de l'aire de jeu du Pas du Lac et on vous en montrera des images juste après. Et nous allons débuter à l'automne les travaux de rénovation thermique du gymnase Coubertin, le plus gros gymnase de la ville, hein, Pierre de Coubertin, et le troisième équipement le plus consommateur d'énergie aussi sur la ville. Donc là aussi, quand on engage des travaux là-dessus, on refait les terrains, on refait les sols, on refait plein de choses pour la pratique sportive, mais surtout on isole le bâtiment, parce que c'est ça qui nous permet d'être moins sensible quand on a des hausses de coûts de l'énergie comme en 2023 par exemple. Eh bien,
plus on a des bâtiments isolés et moins évidemment ça a un impact sur notre économie. On a aussi la poursuite du plan vélo avec la centre des Mésanges qui va se faire cette année. Au total, je crois qu'on arrivera à 5 km de création de centres et de voies cyclables depuis le début du mandat. Et puis un terrain de basket 3x3 couvert qui sera à Alain-Colas. Et donc voilà les premières images sur l'aire de jeu qui va venir ici, là, puisqu'on on va démolir le bâtiment. Monsieur Fatelkir, vous ne nous en voudrez pas? Hein? Dans l'intérêt de la commune et du quartier, pas, même celle-là aussi. Hein. Bon, si vous nous adoubez, alors on y va. Donc on va démolir ce petit bâtiment-là et on va agrandir l'aire de jeu. Et quant au type de jeu qui va être installé, vous avez l'image. Alors il y a les tables de pique-nique, il y a, vous voyez, cette grande structure avec des cordes. Et en fait, les services avec Bruno Boussard, pour choisir les jeux, sont allés consulter les enfants de l'école. Et donc, ce sont les enfants qui ont choisi le jeu qui sera installé sur le quartier. Donc, et ils ont tous bien participé. Hein, c'était un gros succès. Donc, on devrait avoir. Et je crois qu'on peut accueillir plus de 90 enfants en même temps sur le jeu. Hein, comme les moineaux sur un fil électrique. Et puis, elle va commencer elle aussi à l'automne. C'est la future passerelle qui va aller vers l'île de loisirs. Pour ceux qui ont assisté depuis très longtemps aux réunions publiques du temps de Michel Logier, vous vous rappelez qu'on évoquait cette passerelle que l'on voulait mettre en place, qu'on n'avait pas pu faire parce que ça coûtait des sommes absolument folles à l'époque. Eh bien, avec la région et Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons pu obtenir cette passerelle. Donc, c'est une excellente nouvelle puisque ça permettra. Alors, vous, pas du lac, ça vous concerne un peu moins puisque vous avez un accès quasiment direct continuant par là. Mais pour le reste de la ville, ça permettra d'avoir un accès sécurisé, piétonnier et vélo, pas de voiture, pour accéder à l'île de loisirs. Voilà. Alors, sur la sécurité, oui, on vous a mis ce chiffre. Alors, il faut que vous sachiez, hier, chaque année, on fait une grande réunion sur la sécurité qui s'appelle le contrat local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, et qui est une instance dans laquelle on invite le préfet, le commissaire divisionnaire de police, le procureur, où nous invitons aussi les bailleurs sociaux, nous invitons les dirigeants des différents établissements scolaires, les pompiers, et nous faisons un bilan de l'année écoulée au niveau de la sécurité pour voir ce qui va pas, et voir aussi ce qu'il faut, les points sur lesquels il faut améliorer les choses. Et nous avons eu confirmation par le commissaire hier qu'il y avait, alors d'abord, une baisse sur 2024 des faits de délinquance qui était assez importante. En tout ce qui touchait à la violence, par exemple, il y a eu une diminution de 30%. Sur des chiffres qui étaient déjà en baisse en 2024 par rapport à 2023. Mais surtout, ce qui est à distinguer, c'est ce chiffre de 52%. C'est le taux d'élucidation, c'est-à-dire quand la police est saisie d'une affaire, combien d'affaires elle arrive à traiter et à élucider sur l'ensemble des affaires qui lui sont soumises. Et un très bon chiffre, normalement, pour la police nationale, au niveau national, c'est 30%. En général, un très très bon chiffre, c'est 30%. Et à Montigny, c'est 52% pour l'année 2024. Donc, il y a, le commissaire nous le disait hier pendant la réunion, il y a évidemment la collaboration avec la police municipale qui fonctionne très bien. Il y a les caméras de vidéoprotection qui sont là et qui permettent de traiter les affaires, c'est-à-dire que quand on a une affaire qui s'est produite, eh bien, en regardant les images des caméras du quartier où l'affaire s'est produite, on arrive souvent à identifier soit des personnes, soit des véhicules qui nous permettent de remonter jusqu'aux individus qui ont commis les effractions ou les actes, les méfaits. Donc là-dessus, vraiment quelque chose de remarquable et d'important au niveau de ces chiffres-là. Et globalement, je reprends les mots du commissaire, on vit dans une ville tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, évidemment, il se passe des choses comme partout, mais nous sommes dans une ville quand même qui est tranquille, pour une ville qui accueille une gare importante, qui accueille un centre commercial régional, donc qui a des lieux d'attractivité qui sont importants. Et bien pour autant, nous avons un taux de délinquance qui reste très faible sur la ville. Voilà pour les éléments que je voulais vous donner.
et je ne suis pas plus long pour ma part. Je vous propose de vous passer la parole. Qui veut poser la première question, la fameuse? Monsieur, ah bah parfait. Quelqu'un de décidé, c'est très bien. Millionnaire, j'habite la ville de je prends la parole aussi pour quelques parents qui m'ont donné des sujets au Passerras, donc on se retrouve après l'école. Premier petit sujet, la passerelle. Jusque-là, le cheminement vélo a bien été préservé sur les premiers travaux de terrassement. Et ce serait super que ce soit le cas dans tous les travaux, qu'on puisse continuer de bien prendre la piste cyclable le long de la L10, tourner à gauche vers, parce que parfois pendant les travaux, les cheminements vélo sont un peu chamboulés. Donc si on peut garder un beau cheminement vélo pendant les travaux, ce serait top. Deuxième sujet, j'ai cru comprendre par des gens qui y travaillent que l'entreprise Saipem va déménager. C'est deux très gros bâtiments rue Saint-Fernando. Je ne sais pas s'il y a un projet de réinstallation. Le fait qu'il y ait autant de bureaux vides dans une rue aussi longue, ça suscite quelques inquiétudes. Il y a notamment des parkings qui pourraient être sécurisés. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, mais je sais très bien que ça ne reste pas vite trop longtemps. Parce que je sais que pour l'immobilier de bureau, c'est un peu délicat. Vous me dites si j'enchaîne trop vite. Ah non, allez-y, je note. Périscolaire. Il y a pas mal de parents qui m'ont dit qu'il n'y avait pas tout à fait assez de jeux au périsco. Alors, pas besoin d'aller chercher très loin, mais quelques poupées supplémentaires quand il y a une dispute. Voilà, peut-être un petit bon de commande avec quelques poupées, très pas mal. Mais pour les enfants, c'est important. J'ai un sujet, moi, cette fois, c'est moi, j'habite dans l'angle San Fernando, Westphalie, et très régulièrement la nuit, il y a des courses de voitures dans la zone industrielle. Donc, je ne sais pas si ça vous a déjà été rapporté, donc c'est très tard, hein, c'est 2-3 heures du matin. Ouais. Il y a un gros rond-point à côté entre la Banque Pop et Autrix. Là, il y a souvent des voitures, des grosses berlines qui font du drift. Bon, c'est un point qui est très grave, c'est ça. S'il pouvait y avoir voilà, un passage. J'ai déjà appelé une fois le 17. Bon, je ne sais pas trop faire ça la nuit, donc je ne sais pas. Ce serait sympa s'il pouvait y avoir une intervention. Peut-être que ça suffirait pour jusqu'à nuit. Et dernière question, mais vous allez probablement me répondre que c'est soit la ski, soit les copros, mais c'est sur le compost. Oui. La mise en place des composts. Je crois que ça a été fait dans très peu de copros à l'échelle de Montigny. Donc, est-ce que la ville peut participer, donner une impulsion, voilà, parce que pour les copros, c'est peut-être pas très facile de s'engager dans le processus seul. Voilà. Ok, merci monsieur. Alors, sur le cheminement cyclable pendant les travaux, c'est noté. Je ne peux pas vous dire oui, comme ça, mais en tout cas, c'est noté. Et si on peut conserver les choses, on le fera. Sur Saipem, oui, nous sommes au courant, bien sûr. On est avec les services économiques de Saint-Quentin-en-Yvelines en train de discuter avec le propriétaire du bâtiment. On a d'abord mené beaucoup de discussions avec Saipem pour voir s'il y avait possibilité de les garder sur site. La difficulté qui se pose, et je vous remercie parce que ça me permet de faire un petit point là-dessus, un point sur un enjeu important pour nous, surtout avec ce que je vous ai dit au début sur l'activité économique et l'importance qu'elle avait, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises qui ont deux raisons de quitter les locaux qu'elles occupent. Le premier, c'est le télétravail, qui fait qu'en général, ils ont besoin de 30 à 50% de moins de surface de bureau. 30 à 50%. Et le deuxième point, c'est le fait qu'il y a aussi des obligations RSE, il y a tout un tas de choses, et les entreprises aujourd'hui cherchent à être dans des bâtiments qui sont vraiment performants thermiquement. Donc, même si le bâtiment de Saipem n'est pas si ancien que cela, eh bien, avec l'évolution des normes, aujourd'hui, ça va très vite, et il n'est plus complètement au bout du jour au niveau de l'isolation. Donc, on a déjà pu décaler un peu le départ d'une partie de Saipem, puisqu'ils devaient partir en bloc et finalement ils partent en 2 fois, pour garder un peu de monde sur place pendant un certain temps. Et on se donne ce temps-là avec le propriétaire, qui est la banque HSBC,
pour essayer de trouver un autre prospect. Alors, vous l'avez dit, en ce moment, ce n'est pas la période la plus facile parce qu'il y a aujourd'hui une telle concurrence dans les mètres carrés de bureaux qu'à la Défense, par exemple, ils arrivent à proposer des mètres carrés moins chers qu'à Saint-Quentin. Voilà. Alors, c'est un véritable enjeu sur lequel nous travaillons. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment besoin de ces entreprises parce que si demain il n'y a plus d'entreprises, vous voyez, les entreprises, dans les taxes que l'on perçoit, c'est 50% des taxes. Sur 100 euros, il y en a 50 qui viennent des habitants et 50 qui viennent des entreprises. Imaginez si on n'avait plus les entreprises, comment il faudrait qu'on couvre ces 50 euros qui nous manqueraient. Donc, oui, on travaille là-dessus et j'espère qu'on trouvera quelqu'un pour le remplacer. Encore une fois, alors je ne sais pas si là ça correspondra, mais déjà le propriétaire va faire des travaux d'amélioration thermique à l'intérieur de son bâtiment, qui ne sont pas trop lourds puisque le bâtiment, encore une fois, n'est pas si ancien. Et puis, on a avec l'arrivée d'Airbus aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui souhaitent venir sur le secteur. Donc, je ne sais pas si le bâtiment de Saipem y répondrait, mais en tout cas, évidemment, on va le proposer aussi. Sur le périscolaire, on a entendu, hein, des poupées. Hein, Yannick, c'est noté. Poupées de cire, poupées de son. Ensuite, on a les grosses berlines. Alors ça, je l'apprends. Ça, Eric, vous aviez eu des infos là-dessus? Pas du tout. Donc, on va le signaler. Et vous évoquez le 17. N'hésitez pas, encore une fois. Sachez qu'à partir du moment où vous contactez le 17, il y a une obligation pour la police nationale de venir. Alors, il y a une priorisation dans les interventions qu'ils font. C'est d'abord tout ce qui touche aux violences faites aux personnes. Donc, évidemment, quand vous appelez parce qu'il y a une voiture qui fait des drifts sur un rond-point, ils ne considéreront pas ça comme prioritaire, ils ne viendront pas forcément sur le coup et ils peuvent arriver 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard. Mais par contre, ils viennent et ils le notent, ils le consignent. Et donc, c'est vraiment ça qui est important parce que quand nous, on discute après avec le commissaire, eh bien, lui, il a dans ses éléments l'information, oui, j'ai été appelé, nous avons été appelés pour des problèmes comme ça, et ça permet de cibler les interventions qui se font derrière. Mais on le verra avec le commissaire, c'est entendu. Sur le compost, on avait une réunion la semaine dernière à la mairie. On avait sollicité les gens de Saint-Quentin pour avoir un stand sur le marché des terroirs qui avait lieu devant la mairie ce dimanche. Donc oui, on accompagne beaucoup sur le compost. Sachez que Montigny aujourd'hui, au niveau de la mise en place de composteurs dans les copropriétés chez les particuliers, et surtout Saint-Quentin est la ville où ça se développe le plus. Voilà. Hein. Et ils seront encore au forum des associations en septembre. Voilà. Donc, vous pourrez avoir les éléments. Mais d'ici là, n'hésitez pas à solliciter si vous avez besoin d'informations sur le sujet. Hein. Ils sont toujours disponibles pour répondre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, monsieur. Oui, à vous. Oui. Il arrive. Ah, pardon. Ah oui, c'est moi. Bonsoir. Je vous remets une copie des questions, comme ça vous évite d'écrire. Ah, c'est adorable. Merci beaucoup. Alors, les questions. Je vous demande si possible, en tant que président de la CASCI, s'il y a possible. Vice-président Vice-président de la CASCI, de mettre à l'ordre du jour une question très importante, la rénovation de la passerelle blanche. Ok. Dans la question. Oui, c'est vrai. On vous demande aussi le nettoyage au Karcher de certains bancs dans le quartier car elles sont souillées par les pigeons. Trouver des solutions si possible pour éradiquer la prolifération des taupes, rats et autres nuisibles. Car la nuit, franchement, ils jouent du violon dans le quartier. Hein. Ah bon? Des rats mélomanes. Tout à fait. Alors, pour ce qui concerne la maison de quartier, est-ce qu'il y a un projet de comment trouver des solutions pour redynamiser, comme par le passé, les activités pour augmenter la fréquentation des maisons de quartier et celle du Pas du Lac? Autre question, les travaux, j'ai vu que ça va être démoli, que c'est très bien l'aire de jeu pour les enfants. Ma dernière question, c'est un problème qui se pose pour nous, les habitants du Pas du Lac, mais pas pour tout le monde. À l'entrée de notre parking,
Je vous ai mis un dessin. Vous savez que c'est une place publique jusqu'à l'entrée de notre parking, vu le plan cadastral. On avait demandé à l'époque de monsieur qui est parti à la retraite, un monsieur très charmant. Monsieur Pignon? Non, monsieur Pliot. Monsieur Pliot. Oui, c'est monsieur Pignon qui a fait, monsieur Pliot. Ils sont tous les deux charmants. Tout à fait. Il nous a mis des plots devant l'entrée de notre parking, oui. Une douzaine. Oui. Ça a été démoli et maintenant les voitures se mettent de l'autre côté sur les arbres et sur la pelouse. Oui. Je vous ai mis un schéma s'il y a possibilité de remédier à ça, parce que ça nous gêne quand on sort, etc. Et nous vous remercions. Je vous remercie, je remercie toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci, monsieur Fatelkir. Alors, sur la passerelle blanche, oui, c'est prévu. Par contre, je ne sais pas vous dire quand. Parce que je vous ai expliqué ce qui se passait au niveau de la mairie avec les prélèvements, le DILICO, etc. Il faut que vous sachiez qu'il y a la même chose à Saint-Quentin. Cette année, Saint-Quentin en Yvelines est prélevé d'un peu plus de 4 millions d'euros et il est envisagé sur l'année suivante un prélèvement total de 10 millions d'euros sur le budget de Saint-Quentin. Donc Saint-Quentin fait la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher des économies absolument partout. Donc il est possible qu'il y ait certaines opérations qui étaient calées et qui glissent un peu dans le temps parce qu'on fait avec les moyens dont on dispose, y compris à Saint-Quentin. Donc les travaux de la passerelle blanche, ça fait un moment qu'on travaille avec eux là-dessus et donc ça avait été entériné, c'est validé. Et donc ils auront bien lieu. Par contre, je ne sais pas vous dire quand. Voilà. J'espère le plus rapidement possible, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elle a été contrôlée. Et donc, à ce jour, il n'y a pas de problème de sûreté, de sécurité dessus. Elle est solide, elle ne tombera pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des plaques qui sont abîmées, il y a un certain nombre de choses à refaire dessus. Et donc, les travaux se feront dès que, financièrement, budgétairement, on arrivera à le programmer. Voilà. Le sol a été refait l'année dernière. Et le sol, oui, le sol a été refait l'année dernière, c'est vrai. Ensuite, les bancs sur le quartier qu'il faudrait nettoyer, ça c'est noté, hein. On verra ça, effectivement, pour les nettoyages. Ensuite, les taupras et autres nuisibles qui jouent du violon la nuit. Alors, il faut savoir que nous avons, ces dernières années, pas à Montigny, partout, une prolifération des rats qui est en partie due à deux raisons, il y en a sans doute d'autres, mais deux raisons qui ont bien été identifiées. La première, vous savez, on fait 2 campagnes avec Saint-Quentin, 2 campagnes de dératisation par an. Et depuis toujours, ça a toujours fonctionné comme ça. Sauf pendant la période du Covid, où il n'y a pas eu de dératisation. Et là, les populations de rats se sont développées de manière extrêmement importante. Donc depuis, j'avais sollicité auprès de Saint-Quentin qu'on puisse faire au moins 4 dératisations à l'année. Et pour ceux qui ont des responsabilités dans des copros, vous avez dû recevoir les courriers puisqu'on avait informé les bailleurs sociaux et les copropriétaires en disant « Nous allons dératiser à telle date, si vous pouvez le faire dans vos patrimoines également, de façon à ce que… » Parce qu'un rat, il est malin et s'il sort du domaine public pour aller dans le domaine privé, on ne résout pas le problème. Donc, on a fait ces 4 campagnes sur 2024 pour essayer de réduire la population. L'autre sujet qui a généré cette prolifération, ce sont les hausses de température. Ça profite aux rats. Le fait que depuis quelques années, on ait des températures qui montent, fait que la population des rats augmente significativement, j'y arrivais, à cause de cela. Donc, on se retrouve avec des populations de rats comme on n'en a pas connu sur le territoire. Et à tel point que, au-delà des dératisations que nous faisons, les services techniques se sont chargés de regarder quelles autres solutions on pouvait trouver pour essayer d'être plus efficace dans la lutte contre la prolifération des rats. On avait vu d'abord un dispositif sur le Salon des maires qui semblait intéressant et puis finalement qui ne donnait pas satisfaction. Donc, il y a un des membres des services techniques qui a regardé, étudié avec des personnes qui sont compétentes en la matière, comment fonctionnaient les rats. Donc, j'ai eu droit à un cours il y a quelques semaines de ça, sur la vie du rat, comment il fonctionne. Je ne m'attendais pas, en devenant de maire, à devenir spécialiste des rats, mais voilà, il y a tous les sujets.
Et il faut savoir que quand vous avez une colonie de rats qui s'installe quelque part, eh bien, vous avez un peu comme la reine chez les abeilles, vous avez le chef, ou là, je ne sais plus le sexe, ça je ne sais pas vous dire, mais enfin bref, vous avez le chef qui est quelque part, et lui ne se nourrit que de choses qui ont été testées par les autres. Et c'est lui qui tient la colonie. Donc, il faut trouver des astuces pour en gros, avoir des choses qui appâtent, qui permettent aux rats de venir chercher de la nourriture, de tester, de ne pas tomber malade avec ces produits-là, donc de revenir chercher au même endroit des choses pour les apporter au sein de la colonie, et là, cette fois-ci, d'avoir des choses empoisonnées pour tuer la colonie. Vous voyez le cheminement qu'il faut avoir. Donc, ce n'est pas simple. Donc, on est en train de regarder ce point-là justement pour voir comment on va pouvoir mettre en œuvre des interventions de ce type. Et on communiquera auprès de la population aussi quand on le fera, parce qu'on aura besoin aussi de vos observations, parce que si vous remarquez par exemple que dans un vide sanitaire d'un bâtiment, il y a de l'activité, que vous voyez des rats sortir, ben, signalez-le à la collectivité, parce que comme ça, on pourra mettre en œuvre quelque chose près de cet endroit-là. Au lieu de faire à l'aveugle partout, on le fera aussi en ciblant les endroits où on aura compris, vu qu'il y avait des populations de rats qui étaient installées. Donc, voilà un petit peu comment on va essayer de traiter le sujet, M. Fatelquin, mais c'est vrai que c'est un vrai problème qui se développe partout. Et qui... Et au parking, là, quand on place un petit chemin, oui. Du parking, là, oui. Alors là, il y a un endroit là, vous pouvez... Et au parc Erasmus aussi, devant les poubelles, la poubelle qui est l'angle de la petite école. Exactement. En fait, ce qui serait bien, c'est que les habitants ne viennent pas mettre du pain aussi. Ah oui. Parce qu'il y a des personnes qui jettent du pain et on a beau leur dire qu'il ne faut pas mettre de pain, ça attire quand même. Oui, en tout cas, c'est l'ensemble du quartier. J'ai tourné. Ah, mais c'est pas que le quartier du Pas-du-Lac, je sais pas. On va venir à la dénoncer, cette personne. Parce que elle est votée, on a essayé de parler, mais. En fait, elle vient toutes les semaines et c'est pour les pigeons. En fait, il y a quelqu'un qui a pour les pigeons. Il y a la police avec nous là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette dame? Appliquer un règlement sanitaire départemental qui interdit les pigeons. Bah, non, mais oui, on connaît tous Identifier déjà qu'on informe de la réglementation. Est-ce qu'une photo, parce que cette personne elle est identifiée, il n'y a pas besoin de prendre de photo, cette personne est identifiée. Personnellement, c'est mieux. Hein? Si on a un nom, c'est mieux. Oui, c'est mieux, c'est coordonné, enfin voilà, c'est un animal discret, quoi. N'hésitez pas à nous les transmettre et puis on. Je ne les connais pas, mais. Si vous avez. Moi, je n'ai pas le nom, mais la je sais. On n'a pas à parler à faire la raison. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Après, c'est. Voilà. On en réfère à tous les droits. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous avez les noms, moi, je les prends. Et devant tout le monde, je vais faire de la délation. Bon. Utile. Dans l'intérêt général. Oui, c'est certain. On a eu aussi, on avait un problème avec les poubelles en face de l'école des Iris, au pied des Mailles des Bétulas, où là, il y avait beaucoup de déchets qui étaient par terre. Et donc, on a rencontré avec Antoine Beau la direction du bailleur, justement, pour leur demander d'être très vigilants là-dessus. Donc, ils ont fait plusieurs campagnes. Normalement, aujourd'hui, ça doit être plus propre que ça n'était auparavant, parce que... Oui, monsieur, c'est sur le sujet. Ça n'a pas changé? Bon, ben, on va leur écrire à nouveau. Alors. La dernière réunion publique, en fait, c'était le sujet. Oui, c'est pour ça que je les ai reçus après. Oui, en fait, ça n'a pas changé. D'accord. Des corbeaux qui se régalent. Ok, bon, eh ben, on va revoir avec eux alors. Par contre, ça avait été une catastrophe, il y en a toujours. Au moment où on a renforcé le réseau pour aller au vélodrome, ils avaient creusé et changé les traceaux. Là, c'était une invasion incroyable. Ouais. Ils montaient dans les arbres, ils montaient partout. Ah oui. J'avais été voir la direction, justement. Oh, mais c'est pas notre problème, on ne veut pas traiter. Ah oui, là, on a vraiment un vrai souci avec ça. Oui. Très, très compliqué à traiter. Alors, chez nous, moi, je vais traiter. Quand même, Mais après, effectivement, on avait aussi communiqué dans le journal, monsieur, suite à votre question l'année dernière, maintenant ça me revient bien, on avait aussi communiqué dans le journal pour dire aux gens, mettez pas des choses comme ça parce que ça attire les pigeons, les rats, etc. C'est une catastrophe.
Donc voilà pour cette question-là. Sur la maison de quartier et l'activité de la maison de quartier. Alors, des maisons de quartier. Alors, les maisons de quartier fonctionnent pas mal, hein. Fonctionnent pas mal. Alors, je sais qu'il y a ceux qui ont connu la maison de quartier il y a très longtemps, qui ont toujours une nostalgie par rapport à ce qui existait auparavant. La difficulté, peut-être, c'est aussi que vous avez, auparavant, vous aviez beaucoup de gens qui avaient très envie de se réunir pour faire des choses ensemble dans les maisons de quartier. Et ça, aujourd'hui, on l'a moins. Ça, on l'a moins. Alors, des associations, pas de problème. Vous venez pour faire votre hobby, votre plaisir, etc. Mais le fait de se dire, on va monter des événements pour fédérer les habitants du quartier, moi, je le dis toujours, ça, je ne m'opposerai jamais à ce que des choses comme ça puissent se faire dans les maisons de quartier, puisque c'est fait pour ça. Mais c'est vrai qu'on a les gens fonctionnent un petit peu différemment aujourd'hui et sont moins consommateurs, c'est pas consommateurs d'ailleurs, mais justement sont moins désireux de ce genre de choses. Alors pour autant, il y a quand même des activités, des tas de choses qui se passent dans les maisons de quartier. J'ai l'occasion même ici de venir de temps en temps, j'étais venu pour la brocante des jouets là, pour les enfants, des choses comme ça. Donc il y a des événements qui se déroulent, il y a des associations qui se retrouvent ici. Il va falloir qu'on la refasse, cette maison de quartier, de toute façon, parce qu'elle a son âge, elle aussi. Hein. Hein, voilà, elle a vécu. Donc il va falloir qu'on la refasse, c'est une évidence. Et à partir de là, sans doute regarder dans les espaces qui seront refaits comment on fait les choses pour que ce soit encore plus accueillant, évidemment, pour les gens du quartier. Sur l'aire de jeu, les travaux, c'est là, c'est bientôt. Hein, c'est quand les travaux? En Juillet. septembre. Juillet, Juillet, voilà. démoli. Oui. Oui. Et après, on enchaînera avec les jeux en septembre. Octobre, Voilà. pendant l'hiver. Voilà. Les travaux arrivent. Et puis sur le sujet de votre parking et de l'accès, Bruno Boussard était venu m'en parler. Donc c'est en ce moment dans les mains du service urbanisme pour voir, parce que comme il y a une question entre le domaine public et le domaine privé de votre résidence, on est en train de voir comment traiter ce sujet-là. Voilà. Non, parce que on a vu déjà cette question-là Oui. avec M. Logier, avec Oui, monsieur. L'entrée de notre parking, à la sortie, tout ça, ça appartient à la commune. J'étais à Versailles, j'ai cherché au service cadastre le plan, et tout ça, ça appartient à la commune. Mm-hmm. Et il y a juste, si vous vous rappelez, non, vous n'étiez pas encore maire, on a donné une partie vers l'avenue Paul de Louvrier. Si, je me souviens, bien sûr. Oui. La petite passerelle Oui. à un euro symbolique Oui. que vous avez repris. Oui. Mais sur le plan, à la sortie du parking de notre silo, oui. Tout ça, c'est domaine public. Ça appartient à la commune, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, le problème a été remonté, Bruno Boussard m'en a parlé, et c'est en train d'être regardé. Voilà. Voitures, d'ailleurs, qui sont là et prennent des places et elles sont là depuis même plusieurs mois, voire même certaines. Vous parlez du parking intérieur? Non, la terrasse. À l'extérieur, ah d'accord. Oui. Oui. Il y a des EHPAD. Il y a des EHPAD. Et qui sont dans la partie privée ou dans la partie publique? Non, sur la partie privée. Partie publique? Oui. D'accord. Sur la partie publique, c'est pour ça tout ce parking-là, quand il a été rénové, il y a juste une partie où c'est avec des zones bleues, mais le reste, c'est public. Les gens de la gare viennent se stationner là, les voitures ventouses sont là, etc. Donc, je parle ma voisine, elle a tout à fait raison. Il y a plein de voitures qui sont là, qui prennent la place. On va regarder pour les voitures ventouses alors. Oui. C'est vrai que mettre des trucs en béton, c'était une bonne idée, mais vu pas du béton. Non, c'était des plots plastiques. Oui, des plots en plastique. C'était une bonne idée pour marquer, mais c'est vrai que c'est un peu fragile, très très fragile. Ça n'a pas tenu. Faire des plots, enfin des vraies choses par terre bombées. Ça a étudié, ça coûte 300 € à un bloc, je crois, ou je sais pas. Je sais pas. Aussi pour notre résidence, pour protéger les digicoches. Mais bon, c'est notre fait. D'accord. En ce qui concerne les plots et le parking, la rue des Sarcelles, il y a plein de plots qui sont tombés. Il y a des voitures qui se garent un peu n'importe comment. Le long des plots, il y en a encore une qui est garée depuis 3 jours. Elle touche un plot, donc le plot est un peu couché. Et quand on est garé le long du terrain d'affaires, pour sortir, ça peut être gênant.
Et il y a plein de plots qui ont disparu parce qu'ils se sont cassés à force. Et la police municipale, a priori, est venue il n'y a pas très longtemps pour pouvoir les remettre, sauf qu'il y avait des voitures qui étaient garées, donc elles n'ont pas pu le faire. Et ça n'avance pas non plus. C'est les services techniques qui sont venus. Oui, ce sont les services techniques qui sont venus pour remettre les plots. Alors, ça n'a pas pu avancer ce jour-là parce qu'il y avait des voitures, mais ça va se faire. Il y avait un mot qui avait été mis sur les voitures par la police municipale ou quelque chose, pas une prune, hein, pas une amende, mais un mot ou quelque chose. Les voitures auraient peut-être bougé, on aurait pu le faire, mais il n'y a rien qui s'est passé. Quoi. Et des fois, quand on est garé sur le terrain de basket, les voitures, c'est gênant pour sortir, pour manœuvrer. C'est un peu compliqué. Donc, ce serait bien de refaire quelque chose. Alors, je parle des plots le long du long du truc, mais il y a aussi des plots dans les virages qui ont été cassés aussi. Ce serait bien aussi de revoir ces plots-là. On va regarder ça alors. Dans la rue des Sarcelles. C'est noté. C'est noté. Une autre question? Bonjour, je suis désolé, j'ai une seule question. Un certain nombre de propriétaires de chiens viennent faire courir leurs animaux dans le parc Erasme, avec des conséquences qu'on imagine, vu le nombre d'enfants qui fréquentent ce parc. Est-ce qu'il est possible d'intégrer le parc Erasme dans une petite visite de la police municipale? Oh bah oui, le sujet, je vais répondre. Oui, les chiens ne sont pas attachés. Oui. Ils courent partout dans le parc. Donc, Ok, je vais vous répondre. Je récupère le micro juste encore une fois pour que les gens qui suivent. Ah ben allez-y. Ah, finalement, il y a 2 questions alors. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est concernant l'école des Iris. Je constate que c'est régulièrement qu'il y a des salles qui restent allumées la nuit. Cette semaine, c'était une classe. La semaine dernière, c'était le hall. On l'avait déjà signalé. Donc, une petite piste d'économie au-dessus de l'air. Merci. Alors oui, sur le problème des chiens, Éric Pio m'en avait parlé il y a quelque temps de cette problématique. On avait regardé aussi sur la signalétique à l'entrée du parc. Éric, vous pouvez en dire un mot de ça, s'il vous plaît? C'est marqué. Oui. On avait dans un premier temps interdit les chiens dans le parc, et puis finalement on était revenu pour rectifier et indiquer que les chiens devaient tenir en laisse. La difficulté dans le genre d'opération, c'est que quand les personnes voient la police municipale arriver, en général, ils attachent très vite leurs chiens et puis on ne peut pas forcément les interpeller, mais il y a plusieurs opérations qui ont été faites sur des heures, notamment en fin d'après-midi et de soirée. Et bon, voilà. Il faut les répéter régulièrement pour que la pédagogie fasse son effet. Mais on va refaire des campagnes d'information là-dessus. Et alors, sur l'école des Iris, rappelez-moi votre question. La lumière. La lumière, oui, la lumière. Oui. C'était une classe. La semaine dernière, c'était le hall. C'est récurrent. Oui. 4 fois, 5 fois par mois. Et alors, je vais vous le dire honnêtement, c'est un problème que je ne sais pas résoudre. Vraiment. En fait, on a des équipes, entre les équipes d'animation qui font le périscolaire le soir et les équipes de nettoyage, il suffit d'une personne qui oublie une lumière quelque part et vous n'avez pas quelqu'un qui fait le tour de tous les équipements tous les jours pour s'assurer qu'il n'y a pas une lumière qui a été oubliée quelque part. Donc, on passe des consignes constamment, on vérifie, vraiment on fait attention, mais sur l'ensemble des bâtiments qu'il y a sur la ville, évidemment, eh bien, pratiquement chaque semaine, il y a bien une lumière quelque part qui n'a pas été éteinte. Et parfois, ça se reproduit sur le même équipement, et donc je reçois des mails des gens me disant « Monsieur le maire, et les finances de la ville, etc., vous laissez des lumières allumées. » Alors, c'est vrai, sur le fond, c'est vrai, mais il faut relativiser aussi. On va faire dans... pas le prochain conseil municipal qui a lieu lundi prochain, mais celui qui aura lieu au mois de juin, fin juin. Je vous invite à le regarder, le début, à tout regarder si vous voulez, mais au moins le début, parce qu'on va avoir une présentation par le directeur des services techniques de tout le travail qui est fait par les services sur les économies d'énergie. Et vous verrez à quel point les équipes traquent la moindre dépense
la moindre consommation d'énergie, y compris des lumières, dans tous les bâtiments. Mais vraiment, c'est du travail d'ingénierie incroyable ce qui se fait, à la fois sur l'électricité, mais aussi évidemment sur le gaz et aussi sur l'eau. Par exemple, il y a des dispositifs sur chacun de nos bâtiments qui font que si jamais il y a une consommation anormale d'eau qui se manifeste quelque part, dans les 24 heures, les services sont informés et peuvent aller voir parce que ce n'est pas forcément un robinet ouvert qui fait ça, ça peut être aussi un tuyau qui fuit dans un vide sanitaire. Et donc, ils arrivent à identifier les problématiques de ce genre. Et donc, sur l'ensemble de la consommation d'énergie que l'on a au niveau de la ville, on ne fait ces dernières années que réduire dans des proportions extrêmement importantes notre consommation. Parce qu'il y a ce travail de suivi quotidien qui se fait. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette petite partie qui sera faite en début de conseil. Moi, j'ai eu la présentation la semaine dernière par les services et je savais le travail qui était fait, mais quand j'ai vu jusqu'à quel point c'était mené, j'ai été très impressionné par le travail qui était fait et par les résultats que nous obtenions. Alors oui, il y a une ampoule quelque part qui n'aura pas été éteinte, mais en regard de toutes les économies qui sont faites grâce au travail des services de la ville sur le sujet, on n'est pas perdant. Je préfère avoir une ampoule qui grille quelque part et que ce travail ait été fait ces dernières années, plutôt que de ne pas avoir fait tout ça et de lutter tous les soirs contre l'ampoule qu'on aurait oubliée dans un bâtiment. Mais en plus, de plus en plus dans nos bâtiments, pas partout, hein, là on est encore avec des néons, mais le bâtiment est ancien, on met des LED de plus en plus. On a contracté un prêt spécial il y a 1 an et demi de ça, auprès de la Banque des Territoires, qui est la banque des collectivités, qui dépend de la Caisse des dépôts. On avait contracté un prêt qui était fait juste pour faire tout ce qui était petites interventions très rapides, mais qui permettent de faire des économies très vite. Changer toutes les ampoules d'un bâtiment pour les remplacer par des LED. Changer les robinets thermostatiques des radiateurs pour avoir des choses beaucoup plus précises. Vous voyez ? Et donc, depuis que nous avons ce prêt, nous avons engagé beaucoup de travaux en lien avec ça. Et ça nous a permis, encore une fois, d'avoir des baisses de consommation. Jean-Jacques, je ne sais pas si vous avez en tête un petit peu sur l'électricité et le gaz, vous pouvez nous en dire un mot. C'est vraiment très important. Juste sur l'histoire d'abord de la lumière allumée. Avant, j'envoyais mon astreinte pour éteindre. Puis un jour, j'ai fait un calcul. Je me suis dit, tiens, une salle allumée, pendant ce temps, ça me coûte combien réellement? Et j'ai regardé combien me coûtait le gars que je déplaçais d'astreinte pour éteindre. Il coûte plus cher. Et 3 à 4 fois le prix. Donc ça, c'est pas très environnement de dire ça, mais c'est la réalité. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, vous avez entendu M. Rien sur le budget, donc on va être pragmatique. Comme dans une société, j'ai presque au privé, il y a des plus et des moins à l'action. Et on regarde ça. Autrement, de façon générale, quand on fait l'ensemble d'un bâtiment rénové énergétiquement, comme ça avait été fait par exemple sur les maisons de quartier, ou là en ce moment sur Coubertin, on va attaquer, on va gagner entre 60 à 70% sur le gain sur les consommations. Je ne parlais pas d'argent, parce que des fois, vous gagnez beaucoup en gain, mais le prix augmente. Donc, ça ne se traduit pas forcément financièrement, mais en consommation brute, kilowattheure, il y a cette réduction de 60%. Grosso modo, là, sur les 10 dernières années, on a baissé notre consommation électrique et gaz d'au moins 40%. Grâce à ces actions, notamment sur les LED. Installé quasiment 1 millier de panneaux LED aujourd'hui, on a encore beaucoup installé, mais on a installé 1 millier. Et sur le gaz, la collectivité s'est engagée dans une action de sobriété. Elle a réduit certaines températures de consigne, on a limité la consommation en eau, la chaleur avec laquelle on a mis l'eau chaude dans un certain rayon. Je veux dire, à tel endroit il n'y a plus d'eau chaude, etc. Et tout ça, ces efforts, on va dire, d'efficacité, d'efficience même, ont amené ces économies. Donc, juste pour vous dire, on est obligé, au titre de la loi des critères CR, on est obligé de déclarer les bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés, on était obligé de les déclarer sur une base de l'État qui s'appelle Opérat. Et normalement, en 2040, en 2030, on devait avoir fait 40% d'économie d'énergie sur nos bâtiments. Mais on est déjà à 42%. Donc on a déjà atteint aujourd'hui, même l'année dernière on l'avait fait, les objectifs de l'État à 2030. Donc on est engagé pleinement sur ce sujet.
Et d'ailleurs, quand on parle d'économie d'énergie, le gymnase Roger Rivière, qui lui aussi est un vieux bâtiment, j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques mois, puisqu'un nouveau contrat a été passé sur les chaufferies par les services techniques avec un opérateur qui a une obligation de résultat en matière d'économie d'énergie. Et donc, le bâtiment, là, comme ça, ne change pas, mais dans tout son système de chauffage, on a un système qui a été complètement transformé, qui est très pointu dans la chaufferie. Vraiment, le matériel qui a été mis est très pointu et nous permet, même sur un bâtiment ancien comme ça, de faire des économies de gaz extrêmement importantes. Donc voilà, on est vraiment dans cette démarche. Donc, ne nous en veuillez pas si vous voyez une ampoule la nuit qui est allumée. Pour autant, on fait ce qu'on peut pour que ce soit pas, qu'on gâche pas de l'argent à cause de ça et puis qu'on soit le plus vertueux possible à ce sujet-là. Voilà. Une autre question? Ah bah oui. Moi, je voulais vous parler de la place des Victos et des nuisances nocturnes sur la place. Ah bah oui. Oui. C'est un vieux sujet qu'on a. Un vieux sujet, oui. Là, vous avez un problème. Vous avez aussi un arrêté municipal qui réglemente le bruit sur la commune de Victos, sur la commune de Montigny, et en particulier sur la commune de Victos. Cet arrêté n'est pas respecté. Donc ma question, c'est comment fait-on pour faire respecter un arrêté municipal qui, j'espère, n'est pas un arrêté de procédé de circonstance, mais pour être efficace. Alors attendez, oui, on peut prendre peut-être, il y avait, voilà là, et puis il y avait un monsieur là aussi. Allez-y, allez-y. J'avais évoqué le Citystad la dernière fois. Oui. Une réunion. J'ai sondé un peu les jeunes justement dimanche, qui m'ont bien confirmé que le revêtement fait que c'est souvent glissant, surtout s'il est un petit peu humide. J'ai constaté qu'il y avait de la rubalise vers un but de Citystad et qu'il y a une barrière qui était dessoudée, enfin en tout cas il y avait quelque chose de cassé. Et que ça faisait déjà un peu plus d'un mois, a priori, que ça avait été constaté et que la rubalise avait été installée, mais les jeunes. D'accord. Et j'ai été interpellée aussi par une maman qui trouvait dommage que le terrain rouge qui est juste à côté, en fait, ne soit pas optimisé, enfin, qui reste dans cet état. Alors elle a des enfants en bas âge et elle disait qu'elle venait le matin au Citystad quand il n'y avait pas les ados pour emmener ses enfants, mais que c'est vrai qu'après, pour les plus jeunes, des petites structures de sport adaptées pour eux, enfin, je sais pas, elle avait plein d'idées en tout cas. Elle avait même parlé de filets pour faire du volley, du badminton, enfin, que ça soit exploité en fait, et c'est dommage que c'est comme ça. D'accord, Citystad, cette année. Oui, et puis je crois qu'il y avait quelqu'un par là. Ouais. J'ai une petite question concernant les escaliers. C'est toujours d'actualité au niveau de la reste d'enfants. Parce que j'ai des enfants qui sortent à l'école et c'est vachement. Ouais. Ok, je me réponds. Avec une canne, tu encore plus. Oui. Donc c'est la seule question. D'accord. Moi, c'est par rapport aux destructions qui vont se faire et nouvelles aires de jeu. Je voulais juste savoir si les tables de ping-pong vont rester. Oui. Une. Et on remplace Une. par une table. Et l'autre, ça sera remplacé par une table de jeu multijeu. Attendez, je vais déjà répondre à toutes ces questions-là. Madame José, je vous répondrai après, parce que j'ai déjà beaucoup de questions. Alors, sur la place huis clos, vous me posez la question, mais vous avez un peu déjà la réponse, puisque vous en avez discuté avec M. Piot au début de la réunion. Il y a des interventions qui sont faites par la police municipale. Moi, je les vois, puisque j'ai les comptes rendus de l'activité de la police municipale. Il y a régulièrement des interventions qui sont faites auprès du Café des Arts. Il y a parfois alors,
on le sait, on l'a déjà évoqué la dernière fois, il incite les consommateurs à aller plutôt sur le bas vers de l'ouvrier plutôt que de rester sur la place huis clos pour éviter que ça fasse du bruit sur la place. Et puis, bah, évidemment, vous avez des gens qui ne respectent pas toujours et qui vont se mettre sur la place et qui vont faire du bruit. Donc, nous faisons des interventions et il y a déjà eu des verbalisations. On essaye toujours, je sais que ça ne vous satisfait pas comme réponse, mais on essaye toujours de trouver un équilibre entre le fait de pouvoir avoir des lieux de convivialité qui existent dans la ville malgré tout, et évidemment la tranquillité du quartier. C'est pas toujours facile à trouver, et ça n'est pas que sur le quartier du Pas du Lac, c'est dans d'autres quartiers. À partir du moment où il y a un lieu de ce type, eh bien le soir, vous pouvez avoir un peu de bruit. Donc nous y sommes vigilants. Vous l'avez dit, suite à la discussion de l'autre fois, on a pris un arrêté pour permettre effectivement de verbaliser s'il y avait des abus. Et Éric Pio, avec ses équipes là-dessus, sont très sensibilisés et interviennent régulièrement auprès du restaurateur, mais qui est aussi de bonne volonté. Qui est quand même aussi de bonne volonté, qui essaye de trouver des solutions, mais qui a aussi vocation à gagner sa vie. Donc, il faut bien qu'il tourne. Hein. Donc, voilà, je ne vous fais pas une réponse qui vous plaira, je le sais, mais voilà ce que nous pouvons faire et que je trouve l'équilibre acceptable, c'est-à-dire permettre l'activité d'un lieu comme celui-là, parce qu'on en a besoin dans une ville, et en même temps faire en sorte que ça ne déborde pas trop et que ça ne soit pas insupportable pour le voisinage. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur. Nous, on est aussi très contents d'avoir un café sur la place du bien midi, le soir. Et l'arrêté municipal dit qu'il doit s'arrêter à 23h et il faut finir jusqu'à 2h du matin. C'est normal. Ah non. Dès que la police arrive et que la police ça commence. Non, il éteint pas quand il voit la police municipale arriver quand même. C'est un peu plus long que ça quand même. Oui, non, mais s'il y a des horaires qui sont prévus. S'il y a des horaires qui sont prévus pour qu'il cesse son activité, il doit respecter les horaires où il cesse son activité. Bah, s'il ne les respecte pas, il est verbalisé. Bah si. Bah, si, je vous le dis. Ah, moi, je peux vous dire que si jamais il y a, je n'ai pas l'habitude de raconter des sornettes, je vous dis, s'il ne respecte pas, c'est la même chose. Ça dépend de quoi vous parlez, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de son équipement. Si c'est à l'intérieur de son équipement et qu'il est ouvert à un horaire où il n'est pas censé être ouvert, il est verbalisé. Il connaît les règles. Il sait que nous faisons aussi des efforts pour lui permettre de fonctionner et qu'on a vu avec lui quels étaient les horaires où il pouvait travailler. Donc, s'il ne respecte pas, il est verbalisé. Je vous assure là-dessus, sans scrupule. Par contre, si c'est à l'extérieur, encore une fois, ça relève des consommateurs et dans ces cas-là, c'est le travail de la police municipale. Alors lui doit faire un travail de sensibilisation pour faire en sorte que les consommateurs, comme je vous le disais, mais il le fait en leur disant d'aller plutôt sur le bas, mais parfois vous en avez qui sont, c'est comme tout dans la société, vous avez des gens qui écoutent et puis des gens qui n'écoutent pas et qui n'en font qu'à leur tête. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur, ce soir, mais je ne pourrais pas vous en dire plus sur le sujet que ça. Par contre, vous avez noté que sur la place Wicklow, vous avez une jolie statue désormais. Il faut savoir aussi être content de ce qu'on a. C'était une statue, on m'a demandé, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on en fait de cette statue puisqu'on va faire des travaux. C'est mieux qu'un autre quartier, non? C'est celle qui était au centre-ville. Non. Comment? 2500 € pour un socle. On aurait peut-être pu le mettre dans le nettoyage ou ailleurs. Parce que se faire des photographies devant une statue de nu, excusez-moi. Bon, j'ai fait un four avec ma statue, quoi. Très bien. Bon, je pensais que ça ferait plaisir, mais tant pis. Tant pis. Bon, merci. Sur le quartier, vous avez quand même le chat. Ça va le chat. Ça va le chat. Hein? Plutôt pas mal, ça. On aimerait bien avoir quelque chose autre qu'une petite guirlande pour faire des photos avec les enfants devant. Alors, attendez, je vais déjà répondre aux questions qui sont là et je reviens sur les décorations de Noël après. Ça commence, mais ça va continuer. Alors, ensuite, on a parlé du City Stade. Sur le City Stade, le revêtement, c'est voté cette année, le revêtement est refait. Voilà. Ensuite, sur le terrain rouge, lui c'est pareil, il faudra le refaire, effectivement, il faudra faire autre chose, on ne fait plus des terrains comme ça. Oui, on va le faire, on va le revoir autrement ce terrain-là, mais par contre pas tout de suite.
Ça, objectivement, pas tout de suite. On ne pourra pas. Mais oui, il faudra le revoir. Vous l'avez entendu, pour les petits jeux, on a sollicité les enfants. Quand on a fait les jeux du Square Philippines, on a sollicité les enfants, on a sollicité le conseil de quartier. On a l'habitude de fonctionner comme ça, on fera pareil. Hein, je préfère qu'on mette de l'argent et que les gens à la fin nous disent, contrairement à la statue, ah ben, on est content, ça nous fait plaisir. Ah, pas pour tout le monde, on m'a dit. Pas pour tout le monde. Attendez, Madame José, s'il vous plaît. Attendez. Oui, j'ai noté ça. On va regarder. Ça, j'ai noté. Et puis, sur l'escalier d'Enton, vous m'en aviez parlé effectivement depuis plusieurs années. Donc, on a relancé 50 ans en Yvelines. C'est compliqué pour l'instant parce que, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, ils ont un plan d'aménagement par rapport à l'accessibilité sur l'intégralité de 50 ans en Yvelines. Et dans les critères qu'ils ont pour retenir les opérations qu'ils font chaque année, ils regardent évidemment les travaux à faire pour chaque site, mais ils regardent aussi si, à proximité, il y a des stations qui sont accessibles et donc qui sont de ce fait considérées comme moins urgentes. Même si vous pouvez me répondre, oui, mais pour la personne en fauteuil, ça fait loin à aller pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Malgré tout, ça fait partie des critères qui sont retenus pour choisir chaque année les travaux qui vont avoir lieu. Et Denton, telle qu'elle a été aménagée au départ, n'est pas terminée, puisqu'au départ, il devait y avoir des escalators qui n'ont jamais été mis. Ce sont des sommes très importantes. Alors, on a demandé à Saint-Quentin d'au moins revoir les escaliers dans un premier temps, en attendant que les travaux plus importants aient lieu. On a demandé à ce qu'au moins on revoie les escaliers pour essayer de favoriser la sécurité. Donc, c'est soumis à Saint-Quentin. J'espère qu'on va y arriver, mais à ce jour, je ne peux pas vous répondre plus que ça. Mais voilà, on est intervenu auprès de Saint-Quentin pour leur dire. Et la question sur la nouvelle aire de jeu, c'était quoi déjà? Table de ping-pong, mais on a répondu. Donc, c'est bon. Alors, Madame José, je vous propose, on se parlera tous les deux à la fin. Oui, mais la statue, on va pas revenir dessus, Madame José. Ah, ben merci, Madame José. Merci, Madame José. Merci. Bon. Ah oui, et alors il y avait la question sur les guirlandes de Noël. Les guirlandes de Noël. Bruno Boussard peut vous en parler. Ah oui. En début de mandat, j'ai dit à Bruno Boussard, j'en ai marre de ces décos moches, pas suffisantes sur la ville. Et donc, on avait prévu ensemble que chaque année, on investisse un budget, je ne sais plus, je crois de 20 000 €, quelque chose supplémentaire, pour acheter des décos pour embellir la ville. J'avais eu l'occasion en plus d'aller dans des villes ailleurs où j'avais vu des choses qui m'avaient beaucoup plu. Et donc, je dis, essayons de mettre des choses comme ça en place. On était prêt à le faire. Et puis là, Covid, crise. Oui. Avant, on en avait, mais le matériel, au bout d'un moment, il est obsolète, il ne marche plus. Mais allez demander dans les autres quartiers, on le fait, hein, on le fait ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que par rapport au plan qu'on avait de déploiement de plus belles décorations de Noël sur le mandat, on a eu la crise énergétique, le Covid, etc., qui ont fait que chaque année, on s'est retrouvé avec des moins 2 millions, des moins 3 millions, qui n'étaient pas prévus dans nos budgets. Donc, effectivement, dans ces cas-là, les décos de Noël, ce n'est pas la priorité. Je vous expliquais en tout début de réunion qu'on est obligé de trouver des économies partout. Et dans ces cas-là, on essaye, forcément, les décorations de Noël, ce n'est pas là où on va mettre le paquet, ces temps-ci, quand on n'a pas les moyens. Donc, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas satisfaisant. Simplement que ça fait 3 ans qu'on a toujours la même déco. Simplement, on mettait un sapin. Simplement, ça fait 3 ans qu'on a ça. Jean-Jacques Sen me dit, on a un nouveau marché, donc ça sera forcément une nouvelle décoration à Noël prochain. Si c'est pas le même. Le marché dure 3 ans. Oui, mais ça fait 3 ans la même chose. Oui, mais c'est le marché public. Sauf que le quartier ne changeait pas, on aurait dû avoir. Non, on a mis des figurines, donc je les ai fait casser aussi. Vous mettez juste un autre chose. Bon, du coup, on a mis ce qui est je vous ai entendu. accessible. Oui, on fera une photo à Noël, on fera une photo devant la nouvelle décoration. Voilà. Et le cheval. Et vous direz, la statue qu'on décore.
On va mettre une guirlande sur la statue. Mais si un jour la situation financière s'améliorait, encore une fois, je vous le dis, moi, c'était une des premières discussions qu'on a eues avec Bruno Boussard, où j'ai dit, ça stop, il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose de plus joli. Oui, oui. Une guirlande sur la statue. Je vous en veux pas, et on va mettre des boules. Je l'aurais fait. À votre place, je l'aurais fait. Alors, une autre question. Oui, monsieur. Là, derrière monsieur Patelkir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter la désertification de nos commerces? Vous parlez du centre commercial régional? Oui. Ok. Oui, oui, madame. Alors moi, j'en ai plusieurs. Pas de problème. Moi, je vais parler de la dynamisation de la place de l'eau. Oui. Parce que je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait pas plus de commerce. À un moment, il était question d'un marché. La place de l'eau, rien. Au niveau du parc, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'on allait conserver les jeux actuels et ça allait être un rajout que vous allez montrer? Est-ce que ça fera combien de temps vont durer les travaux et est-ce qu'il y aura un moment où on n'aura plus de parc? C'est intéressant. On a des soucis sur le quartier, donc c'est un quartier piéton. Il y a quand même des accès voitures et ils sont très souvent cassés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de livreurs. Et moi, avec mes enfants tout petits, et ben, franchement, des fois, je me dis, je les laisse rouler en vélo en matin et à un moment, ils vont se prendre une voiture. Quoi. Parce qu'il y a un livreur qui passe. Donc là encore, à côté de l'Estaca, il y a un plot qui est cassé et la barrière qui est de l'autre côté, une fois sur deux, elle est pétée. Quoi. Il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. C'est un peu dangereux parce qu'on ne s'attend pas à ces voitures. On a souvent des problèmes de lumière dans le quartier. La nuit, on se balade et on ne voit rien. On voit noir. Après, j'ai deux choses hors quartier, mais j'ai jamais le temps d'en parler, donc je vais en parler maintenant. Au niveau de la médiathèque. Alors moi, j'aime bien y aller en vélo parce qu'on n'est pas juste à côté. Et la barrière à côté de la médiathèque, eh ben, moi, je ne peux pas passer avec mon vélo. Donc en fait, si je vais à la médiathèque, où j'allais jusqu'à Action et que je retraverse tout le quartier en vélo, et franchement, je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas un accès vélo au niveau de là où il y a la barrière, en fait. Il y a un petit truc, mais moi, mon vélo, il ne passe pas. Et je suis bien en vélo. J'en ai parlé une fois avec quelqu'un, parce qu'avant, on pouvait soulever la barrière pour passer. Ce qui m'arrangeait, je soulevais la barrière, je passais. Et maintenant, on ne peut plus passer. Dernière chose, je fais du vélo. Et en automne, je suis passée, donc je passe à côté du rond-point de l'Europe. Et au niveau du passage piéton de nuit, j'ai eu la trouille, quoi. Franchement, c'est un passage piéton qui va charger super vite. Quand elles arrivent sur mon signe, en fait, et il n'y a aucune visibilité. Pourtant, j'ai un gilet jaune, j'ai la lumière sur mon vélo, j'ai la trouille, je ne suis plus repassée de nuit. Donc là, je pense qu'il y a aussi un truc à faire au niveau sécurisation du passage piéton. Voilà. Et pour être automobiliste aussi, je sais très bien qu'on a très peu de visibilité au niveau de cette sortie et je fais hyper attention maintenant. Merci. Alors, sur le centre commercial régional et sur la désertification, le centre commercial a été racheté par le groupe Alliance d'assurance en 2020. En fait, ils ont acheté quelques jours avant le début du confinement. Donc, ça a été une période un peu compliquée. Et derrière, ça a retardé tous leurs projets de commercialisation des magasins. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation, à cause de ça, un peu difficile. Et il y a aussi un autre point qui ne concerne pas que le centre commercial régional, mais qui concerne et qui fait un lien avec ce qu'a évoqué Madame, qui a explosé suite au Covid, c'est l'achat par Internet avec les livreurs. Les gens ont changé leurs habitudes de consommation et très souvent, plutôt que d'aller dans un magasin, ils vont regarder sur Internet et ils se font livrer. Donc,
Évidemment, pour les commerçants, c'est plus compliqué et vous avez un certain nombre de commerces qui fonctionnaient auparavant, qui fonctionnent beaucoup moins bien aujourd'hui, particulièrement tout ce qui est prêt-à-porter et chaussures, parce que les gens, particulièrement dans ces deux domaines-là, vont beaucoup sur Internet pour acheter. Donc, très difficile de recommercialiser des magasins dans le centre commercial régional. Il y a des magasins qui s'en vont. On a rencontré avec Antoine Beau la direction alors, c'est Alliance Propriétaire et le gestionnaire du centre commercial, c'est Altarea Cogedim. On a rencontré il y a 15 jours Altarea Cogedim parce que j'avais un peu râlé lors d'une visite sur le centre commercial il y a quelques temps de ça, en disant, vous m'annoncez toujours des ouvertures, mais à chaque fois que je viens, je vois que des magasins qui ferment. Donc, ils sont venus me faire le point sur les ouvertures d'ici la fin de l'année 2025 prévues dans le centre commercial régional. Et on est plutôt sur un nombre important d'ouvertures sur des surfaces assez conséquentes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément du commerce tel que j'en rêverais. J'ai vu là un magasin de chaussures qui a ouvert, par exemple, j'aurais espéré autre chose. Mais en tout cas, voilà, ils sont en train de travailler là-dessus, ils font de gros efforts pour recommercialiser. Mais c'est vrai, on a cette difficulté-là aujourd'hui. Il faut, dans tous les centres commerciaux, si vous faites, par exemple, si vous allez faire un tour à Parly 2, Parly 2, moi je connais ça depuis plus de 30 ans, j'avais jamais vu de magasin fermé à Parly 2. Bah, aujourd'hui, il y en a. Vous allez à Vélizy 2, il y a des magasins fermés. À Vélizy 2, c'est pareil, j'en voyais très très peu. Oui, oui, c'est vrai. Eh bien oui. Oui, c'est plus haut de gamme que le centre commercial de Saint-Quentin. Oui. Ah oui. Et alors, une autre difficulté que me rappelle Antoine Beau, c'est que dans les commercialisations qui avaient eu lieu sur le centre commercial Mon Grand Plaisir, ils ont repris 75 enseignes similaires aux nôtres au centre commercial régional. Donc en fait, c'est dommage parce que ça se phagocyte, tout ça. Quand vous avez les mêmes magasins à 10-15 minutes d'intervalle, ça n'a pas grand intérêt. Donc ça aussi, ça a pénalisé le centre commercial régional. Donc attendez un petit peu. Oui, on a dans les magasins qui vont arriver, donc la surface qui était occupée par CA va se scinder en deux parties. Il va y avoir un magasin de prêt-à-porter, un magasin de chaussures. Il va y avoir également un magasin d'équipement pour la maison qui va arriver. Ça, on n'avait pas eu dans mes souvenirs. Donc ça, c'est une nouveauté. Et but alors, il y avait Darty. Mais c'est pas l'équipement, c'est pas tout à fait l'équipement de la maison. Donc voilà. Donc on va avoir de nouvelles choses. Je ne vous dis pas pour autant que tout va être formidable l'année prochaine, parce que ça va être long et on va encore avoir sans doute des magasins qui vont partir. Mais globalement, ils sont en tout cas très, très offensifs sur la commercialisation des magasins. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Et je vous rappelle qu'une des raisons aussi pour lesquelles on refait tout le centre-ville, l'avenue du Centre, la place Pompidou, le long du canal, etc. Tous les travaux qui vont débuter dans quelques mois et qui ont déjà commencé avec la réfection du théâtre, avec la démolition de l'anneau rouge. Tout ça, c'est pour relever l'aspect du centre de Saint-Quentin, de Montigny, du quartier Saint-Quentin, pour redonner l'envie aux gens de venir dans ces espaces-là. Donc il y a un travail à la fois dans les commerces et dans l'espace public pour redonner envie aux gens de venir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le sujet ce soir, monsieur. Et il y a Nocibé qui s'agrandit aussi, mais de toute façon, vous allez avoir une communication par le centre commercial qu'on relaiera dans le journal, je vous dis d'ici l'été, normalement, c'est ça, pour vraiment que vous ayez le maximum d'informations sur ce qui va venir dans le centre commercial. Après, sur la dynamisation de la place Huis-Clos et des commerces. Alors ça, c'est un vieux sujet. C'est un vieux sujet. Il faut que vous sachiez que les commerces sont propriété d'une personne, c'est privé. Et on a essayé il y a très longtemps, à plusieurs reprises, de la convaincre, cette personne, de s'ouvrir à d'autres types de commerces que ceux qu'elle pouvait avoir en tête pour permettre l'arrivée de commerce. Il y a eu la boulangerie, il y a eu un certain nombre de choses, mais ça reste difficile. Donc c'est un sujet sur lequel, malheureusement, là, ce n'est pas la ville directement. On ne peut qu'inciter, rencontrer, discuter, mais on ne peut pas forcer. Et la personne, si elle ne veut pas louer son magasin, on ne peut pas l'obliger. Voilà. Mais sachez qu'on l'a rencontré de nombreuses reprises, qu'on a réussi à obtenir un certain nombre de choses,
mais ça reste difficile avec elle. Alors j'espère que les choses se feront au fil du temps, mais voilà, je ne peux pas faire plus que ça sur ce sujet-là. Alors, j'allais y répondre. La question du marché. Ce n'est pas possible d'avoir un petit marché. Ce n'est pas possible parce que déjà les marchés en France aujourd'hui sont en train de décliner, tous. Il n'y a pas que les commerces, il y a aussi les marchés. Parce que vous avez une multiplication non seulement de supermarchés, mais de petites supérettes de quartier, un peu partout. Et donc, les gens vont de moins en moins sur les marchés. Donc, vous avez une diminution du chiffre d'affaires dans les marchés en général. Et ensuite, un marché, il faut non seulement des commerçants, mais il faut des clients. Et vous ne pouvez pas imaginer d'avoir plusieurs marchés sur une ville parce que ça diffuse le nombre de clientèle et ça fait qu'il n'y a plus assez de clients sur un marché. On essaye de faire vivre plutôt bien le samedi matin, le reste du temps un peu moins bien, le marché de la place Étienne-Marcel, mais on ne peut plus avoir comme auparavant des petits marchés qui se mettent dans les quartiers. Alors on peut le faire de manière exceptionnelle dans l'année, de se dire tiens, on va faire un marché du terroir comme on a fait devant la mairie, on va faire des choses comme ça. Mais vous voyez, par exemple, il y a quelques années, place Jacques Coeur sur la Sourderie, on avait voulu faire un marché complètement bio. Il y a eu beaucoup de monde le premier week-end, et personne le week-end suivant. Au bout de 3-4 week-ends, les forains sont partis. Et quand on rencontrait les gens, on leur disait « mais ça ne vous plaît pas ?» Ils nous disaient « ah si, c'est formidable. Mais pourquoi vous n'y allez pas ?»« Oh, ben, j'ai mon magasin du coin, c'est bien. » Voilà, vous voyez, c'est ça la difficulté. Donc, on peut faire vivre un marché, mais en faire vivre plusieurs, non. Et surtout, imaginer un marché itinérant, par exemple, ce n'est pas possible parce que les gens, chacun a un niveau d'attention sur ce qui se passe sur la ville qui est limité par tout ce qu'il a à faire pour lui-même et pour sa famille. Et donc, vous ne pouvez pas, s'il faut chaque semaine se dire « oh là là, j'ai un marché, mais c'est où ?» vous n'en sortez pas. Donc, il faut stabiliser un marché. Donc, non, ça, il n'y aura pas. Il peut y avoir des événements qui se passent sur la place Huis-Clos. On a déjà fait des choses, mais pas un marché, ça, on ne pourra pas le faire. Sur le parc, donc les jeux, c'est un rajout. Ce sont des jeux en plus. Comme on va démolir ce bâtiment, on va agrandir le parc. Oui, oui, c'est ça. On garde les jeux qui sont de l'autre côté et on ajoute des jeux sur le quartier. Ah non. Ah non, non, non. Non, c'est non. pour agrandir la tranche d'âge, surtout. Oui, et puis c'est pour agrandir la tranche d'âge. Comme ça. Voilà. Et en même temps, il y aura tiens. de jeux. Vas-y. Et en même temps, 50 ans en Yvelines va refaire l'aire de jeu du parc Erasme. Alors, qui n'est pas terrible. Après, ce sont les adultes qui jugent. Pareil, j'ai rencontré les équipes enseignantes. Les enfants ont voté. Et les CM2 n'ont pas souhaité voter parce qu'ils trouvent l'aire de jeu très bien. Vous voyez, donc le regard des uns est différent du regard des autres. On l'a vu avec la statue tout à l'heure. Je ne veux pas revenir dessus. C'est le sujet de la soirée. Mais en même temps, à chaque fois, je me dis, si le sujet de la soirée, c'est la statue de la place Hugo, c'est que ça va passer mal à mon titre. Du coup, pour répondre à la dame, on va se coordonner, faire les travaux en même temps. Ah, alors, voilà. Vous avez entendu? Bon. Bruno Boussard me disait qu'il va y avoir une coordination pour que les travaux sur les jeux ne se fassent pas en même temps, pour qu'il y ait toujours une aire de jeu disponible sur le quartier pendant que l'autre sera en train d'être faite. Voilà. Sur la médiathèque, oui, mais la barrière, soit vous mettez un système qui est facile à franchir et vous avez les scooters, vous avez tout ce que vous voulez qui rentre, soit vous mettez un système qui est un petit peu contraignant, effectivement. Et on a préféré mettre en place un système contraignant parce qu'on veut essayer d'éviter d'avoir des oiseaux qui déboulent avec une moto ou je ne sais quoi et qui rentrent dans cet espace-là. À partir du moment où vous passez un vélo, vous passez quasiment, en tout cas une mini-moto, vous la passez. Donc, je sais, c'est ennuyeux, mais on fait aussi avec un lieu qui, Montigny, ce n'est pas une bulle. Il y a des gens qui viennent de partout et on n'est pas, si vous voulez, il faut qu'on arrive à sécuriser. Vous l'évoquiez pour vos enfants sur le quartier, mais là, c'est un point vraiment de passage très important devant la médiathèque avec énormément de monde. Donc, c'est pour ça qu'on sécurise, qu'on ne peut plus lever la barrière. Parce qu'avant, il y avait des abus, il y avait des gens qui levaient la barrière et qui passaient avec tout type de véhicules. Donc, il a vraiment fallu qu'on bloque pour empêcher ça. Il faut refaire la partie. Enfin, je suis d'accord, si on peut passer avec un vélo, on peut certainement passer avec un scooter. Mais au fond, il y a des places vélo devant. Oui. Et comme je disais, moi, mes enfants, ils ont 4 ans et 2 ans. Si je les emmène en vélo,
Surtout que mon fils, il fait du vélo. Enfin, faire le détour par action, c'est du monde quand même. Oui, oui. Ça va tout 3 km dans les pattes. Alors, vous allez avoir des travaux sur tous ces espaces-là. Donc, oui, cela dit, à 4 ans, il passe sous la barrière. Mais vous, non, pas vous. Ah non, c'est pas possible. Alors, effectivement, c'est pas possible. Mais voilà, vous voyez, c'est typiquement le genre de contradiction qu'on a à gérer, alors qui génère pour vous des complications, mais vous êtes aussi sereine quand vous arrivez en bas. Vous n'avez pas des motos ou des scooters qui vous passent sous le nez à toute vitesse à cet endroit-là. Donc, mais par contre, ces espaces vont être complètement refaits. Je ne sais pas si vous avez vu les aménagements qu'il y aura. Ça va vraiment être très agréable. Vous pourrez vous poser sur l'herbe avec vos enfants pour lire les bouquins que vous aurez pris à la médiathèque. Sur le quartier, on est toujours vigilant, c'est pour ça qu'on avait mis des bornes rétractables. Hein, mais après, effectivement, là aussi, on a des gens qui ne sont pas respectueux, et donc il faut qu'on refasse régulièrement. Mais je me souviens, il y a très longtemps, on avait par exemple mis un système avec une chaîne, avec un cadenas qui était cassé tous les 3 jours, qu'il fallait qu'on remette pour empêcher les entrées. Et c'était un sujet qu'on avait beaucoup évoqué ensemble, M. Fatelkir, je me rappelle, il y a très longtemps. On est quand même arrivé globalement à calmer les choses. Mais par contre, si vous voyez qu'il y a des véhicules qui passent, n'hésitez pas à nous signaler. Et sur les livraisons, alors là, je vous fais un appel que je vous invite à retransmettre à tous vos voisins. Arrêtez de vous faire livrer chez vous. Arrêtez de vous faire livrer chez vous. Faites-vous livrer dans un point de livraison, vous irez chercher votre colis et vous éliminez tous les problèmes de circulation de véhicules à des endroits où ils n'ont pas à être. Mais tant que des gens commanderont et demanderont à être livrés dans leur boîte aux lettres ou à leur domicile, eh bien oui, vous aurez des types qui débouleront en scooter, en camionnette, en tout ce que vous voulez. Et comme ils sont payés au lance-pierre, ces gens-là, et que c'est au nombre de choses qu'ils font dans la journée, eh bien ils ne traînent pas. Et donc, plus ils peuvent s'approcher, plus ils le font. Et ils ne sont pas tous fous, mais enfin, en tout cas, effectivement, il peut y avoir des gens qui sont imprudents et qui vous surprennent aussi. Donc, ça, dites-le aux gens, c'est vraiment important. Là, c'est un problème qu'on se génère soi-même, là. Vraiment. Juste concernant le plot qui est à l'entrée du mail des tirs dans ton partenariat, ça fait la 3e fois ou la 4e fois que des techniciens sont venus. Oui. Est-ce qu'il y a une société d'entretien? Oui. Effectivement, je les ai vus, j'ai discuté avec eux, mais quand ils tombent en panne, ils mettent du temps pour venir la réparer. Oui. Tout ce plot-là, il est baissé et n'importe qui rentre à toute vitesse, les motos, etc. Alors, c'est parce qu'il manque une pièce dans cette borne et qui sont en attente de cette pièce. Voilà. La question, elle est là. Voilà, donc ça va venir, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous dire, mais la pièce est commandée et dès qu'on l'a, on va remettre la borne en place. Oui. Oui. La barrière qui est là-bas. Là, c'est privé. Oui, mais alors là, c'est privé. La barrière qui est là-bas? Oui. Oui, c'est privé. Ça appartient aux agents. C'est privé. Non, c'est sur le domaine privé. C'est sur le domaine privé. Ça fait pas régulièrement. Oui. Mais c'est par la plupart des livreurs, en fait. Ah oui, mais ça c'est privé. Ça, c'est privé. Vraiment. Oui, mais c'est une question de domanialité. Moi, je n'ai pas le droit d'intervenir sur de l'espace plus privé. Oui, mais les plots, il faut que vous sachiez qu'un plot, c'est un budget très important. Je fais un peu pixou ce soir, hein, pardon, mais je ne sais plus combien ça coûte un plot. 60 000. Et après, elle fonctionne. 60 000 gestion derrière. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on n'en met pas partout, vous voyez, 60 000. Donc, on avait identifié du côté des tilleuls que là, on avait une vraie problématique depuis de nombreuses années. Donc, on a mis des bornes à cet endroit-là. Et vous me le dites, quand ça marche bien. Donc, tant mieux. C'est un investissement qui valait la peine. Mais vous voyez, je ne peux pas les mettre partout. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je le dis un peu sous forme de boutade, mais tout de même, sur l'histoire des livraisons, faut être conscient de ça. C'est vraiment un problème qu'on se crée soi-même, là, en faisant ça, par paresse. Hein, c'est pas compliqué d'aller se faire livrer au magasin qui n'est pas si loin. Et puis, il n'y a rien qui les arrête. Non, mais d'une certaine manière, je le comprends, ils sont payés, ils sont très mal payés, et ils sont payés au nombre de colis qu'ils livrent dans la journée. Donc, évidemment, Jusque dans l'entrée de l'immeuble, oui. à prendre la caisse, nous, on a mis des panneaux interdits à tout véhicule à moteur.
ça ne les empêche pas de rentrer, même éventuellement d'arracher les barrières. Eh bien, je te dis, Louis, tu mets un panneau en bas, arrêtez de vous faire livrer à la maison. Tu régleras le problème. Par contre, il y a une chose qu'il faudrait peut-être revoir, c'est les 3 bornes noires qui sont au niveau de l'école Maillet-Courly. Oui. Et ils ont été démontés, dévissés, et il y en a un peut plus le remettre. Mais il faut les revoir tous les 3. Bon, je vais. Si c'est possible. Borne Maillet-Courly. J'ai reçu hier soir, je vais y aller et démonter. Ok, c'est noté. Merci, Louis. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, le rond-point de l'Europe. Rond-point de l'Europe. Alors, je veux bien transmettre l'information à mon collègue maire de Guyancourt. Il est limite Guyancourt et Montigny. Oui, mais il est sur Guyancourt. Alors, et puis en plus, c'est 50 ans. Et c'est une axe 50 ans en plus. Bon, mais on va transmettre à Saint-Quentin de Nuit, puisque c'est Saint-Quentin, indépendamment des 2 communes, c'est Saint-Quentin qui gère cet axe-là, donc on va transmettre l'information pour voir s'il y a possibilité de faire quelque chose pour améliorer la sécurité et la visibilité sur ce rond-point. Monsieur, oui, attendez, on vous passe le micro. Le monsieur qui est là-bas. Dans les quartiers étudiants, il y a la rue des Tritons. Oui. La rue des Tritons, il y a un seul trottoir pour accéder à la base de loisirs. Et depuis 12 ans, il n'y a que des voitures dessus. Il n'y a jamais de piétons parce qu'on ne peut pas. Dans les JO. Oui. Allez-y, je note, oui. Vous allez me dire que ce n'est pas de votre ressort. C'est dans la base de loisirs. Dimanche, entre 16 et 17 heures, il y a des motos qui n'étaient pas du tout, qui étaient sans immatriculation, qui faisaient des roues arrière, si vous voulez, comme si on rentrait, si vous voulez, au restaurant Alizé, dans cette partie. Alors, paraît-il qu'il y a une directrice, mais je ne sais pas qui a donné l'autorisation. Est-ce que vous connaissez quelque chose là-dessus? Non, je vais vous répondre. Merci. Alors, sur la rue des Tritons, oui, là-dessus, il faut qu'on revoie avec les résidences étudiants, vous avez raison, pour que on laisse le passage sur le trottoir. Sur la base de loisirs, alors non, il n'y a pas de directrice qui a donné une telle autorisation, absolument pas. Ça, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Et Bruno Boussard était en contact téléphonique avec elle tout récemment. C'est un sujet qui a été évoqué et c'est complètement interdit. Je vous le confirme. Alors, ce problème-là. C'est une directrice, c'est le directeur. Oui, c'est le directeur maintenant d'ailleurs. Sur ce sujet-là, des rodéos motos, pour le généraliser, vous savez qu'on a une difficulté au niveau de la réglementation puisque les forces de police n'ont pas le droit de poursuivre un individu qui est en moto pour éviter le suraccident, c'est-à-dire qu'en s'enfuyant, il crée un accident, et pour éviter toutes les émeutes et tous les sujets qu'il peut y avoir avec ce genre de choses. Par contre, la police nationale, on en a parlé hier pendant la réunion dont je vous parlais tout à l'heure, a un nouveau moyen pour arrêter ces motos, elle se sert de drone. Et donc, plutôt que de courser le motard, le drone reste en l'air et quand le motard quitte la zone et rentre chez lui, le drone suit le motard. Et comme ça, il voit où la moto est rangée. Donc, les policiers qui ont l'information de l'image arrivent sur place, prennent la moto, prennent l'individu. Et la semaine dernière, c'était pas sur Montigny, c'était sur une ville voisine, mais il y a eu 5 arrestations et 5 motos prises. Et dans ces cas-là, les motos sont détruites. Voilà. Donc, il y a ce travail qui est fait, mais évidemment, il y a un certain nombre de motos en circulation et l'île de loisirs est un lieu qui attire beaucoup parce qu'il a des grands axes à l'intérieur où c'est facile de s'amuser. Sachez que moi, j'ai donné consigne aux forces de police municipales de ne pas intervenir dans l'île de loisirs parce que c'est un espace en soi. Si jamais les agents de la police municipale commencent à gérer l'île de loisirs, vous les avez plus dans la ville.
tous les week-ends, il y a tellement de monde sur l'île de loisirs, c'est plus possible. Donc ça, on s'est entendu avec les forces de police nationale, on collabore beaucoup sur plein de sujets, mais j'ai dit l'île de loisirs, non, ça ne sera pas nous. Par contre, il y a un arrêté qui a été pris côté Trappes parce que le directeur de l'île de loisirs a sollicité le maire de Trappes en lui disant « Mettez-moi en place un arrêté qui nous permette de verbaliser les individus sur l'île de loisirs ». Donc on en a eu connaissance là et on va le regarder pour éventuellement prendre le même pour permettre que si ça se passe sur Montigny, de pouvoir agir de la même façon. Voilà. Il y en a aussi dans les bois du Manet. Oui. Il y en a aussi dans les bois du Manet. On a eu d'ailleurs des gens qui ont été attrapés il y a pas longtemps. Hein. Et là, on a des actions qui se mettent en place avec la gendarmerie, puisque de l'autre côté du CV7, le chemin qui descend vers Port-Royal, c'est Magny-les-Hameaux, donc c'est zone gendarmerie. Et donc, on travaille conjointement entre la police nationale, la police municipale et la gendarmerie pour faire des opérations pour interpeller des individus. Et il y a eu des arrestations récemment encore là-dessus. Oui. Ah, ça, c'est un vrai sujet. Hein. Les motos comme ça, c'est vraiment pénible. Partir en forêt facilement. Oui, oui. Puis vous avez vu ce qui s'est passé avec le pompier. Enfin, on a des. Donc, c'est. Alors. Il faut savoir que jusque-là, ce n'était pas forcément considéré comme les sujets les plus, au niveau du parquet, les plus prioritaires. Merci. Avec ce qui s'est passé, ça l'est. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on va avoir une réactivité au niveau du parquet et les textes sont très, très durs pour ces motards. Donc, je ne dis pas que ça va stopper le problème, mais en tout cas, s'il y a l'exemplarité de quelques personnes arrêtées qui ont vraiment des peines relativement lourdes et du matériel détruit à chaque fois, ça devrait quand même calmer le jeu. Voilà là-dessus, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Oui. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, on parlait des composteurs. Est-ce qu'il y aura une mise en place des composteurs à titre collectif? Oui. Ou ça serait à la charge du bailleur, ce qu'on n'a pas fait dans le quartier? Oui, je vais vous expliquer. Et la deuxième question, puisqu'on est à 10 jours de la finale Paris Saint-Germain, est-ce que le projet du PSG est toujours d'actualité? Voilà. Même si je ne suis pas supporter PSG, supporter Toulousain, mais j'ai l'admiration pour le PSG. Ça s'entend. Et j'espère qu'ils gagneront la première étoile. Voilà. Merci. Ça s'entend un peu. Non, mais il ne faut pas. Hein. Alors, sur les composteurs, ce que j'expliquais à monsieur tout à l'heure, il y a tout à fait possibilité pour une copropriété d'avoir un composteur collectif. Il y a tout à fait possibilité dans une résidence de logements sociaux d'avoir un composteur collectif et il y en a déjà qui se développent sur la ville et qui, pour un certain nombre, fonctionnent plutôt bien. Après, par contre, on ne peut pas imaginer un composteur de quartier. C'est difficile parce qu'en fait, il y a quand même une gestion du composteur à avoir et il faut que les gens se connaissent. Parce que sinon, vous avez des gens moins scrupuleux qui vont mettre des choses qu'il ne faut pas mettre dans un composteur. Et là, vous allez commencer à avoir des nuisibles, des bestioles qui vont arriver, moucherons, moustiques, rats, etc., etc. Alors que si le composteur est géré de manière correcte, ça n'attire pas les nuisibles. Donc, c'est vraiment à l'échelle d'une petite résidence, d'une copropriété, que vous pouvez mettre ça en place. Et là-dessus, et les services à vie et surtout Saint-Quentin sont très accompagnateurs pour bien vous expliquer comment faire. Et on a aussi des copropriétés qui ont une expérience maintenant assez longue. Je pense particulièrement sur le quartier des Prés, où on a des résidences qui font du composteur depuis très longtemps et qui nous avaient, lors d'une rencontre, dit nous, on est prêts à aider tous ceux qui veulent. Donc, on les invite, on vous montre comment ça fonctionne, on vous explique comment il faut faire, etc. Donc, en plus des services de Saint-Quentin en Yvelines, si vous avez besoin d'avoir des gens qui puissent vous aiguiller un peu pendant quelques temps, vous nous le dites et on vous mettra en relation avec cette association qui est sur un quartier à proximité en plus, pour vous montrer comment ça peut se faire. C'est Voilà. Compost Sky, non? Alors non, non, il ne s'appelle pas comme ça. J'ai plus le nom en tête. C'est une résidence, c'est à l'Arbalète. C'est la résidence de l'Arbalète. Donc, je ne sais plus le nom de leur association, mais par contre, on a leurs coordonnées et ça, on peut vous les transmettre sans problème. Vous nous écrivez sur l'adresse mail de la ville et on vous mettra en lien avec eux. Mais déjà, avec Sky, vous pouvez avoir plein d'informations. Hein. Ils sont, vous voyez, ce dimanche, on avait le marché des terroirs, on leur a demandé s'ils voulaient venir. Ils étaient là. À chaque fois qu'on les sollicite, ils sont là.
Après, Donc, c'est la décision du bailleur ici aussi. oui, bah ça, si c'est un bailleur qui refuse, dites-le nous, parce que ça, on en parlera avec le bailleur. Il est une vie Oui. l'écart. Oh, bah ça, on peut négocier avec eux. Oui, ça fera moins de déchets devant les poubelles si on arrive déjà à avoir cela dans les composteurs. Le PSG. Alors déjà, je vous informe que pour la finale qui arrive dans quelques jours maintenant, elle sera normalement, si tout va bien, si on a toutes les autorisations, retransmise au Vélodrome. Voilà. Vous pourrez c'est gratuit, il faudra réserver, mais ce sera gratuit et vous pourrez aller voir le match au Vélodrome. Donc voilà, vous aurez, comme la Coupe du Monde. Voilà. Ouais, ouais. On s'était dit que c'était très sympa la Coupe du Monde et là, une équipe qui arrive à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal, donc autant y aller. Sur le Paris Saint-Germain, après l'éventuelle venue du Paris Saint-Germain du stade, sur Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, aucune nouvelle. Stand-by complet. Lorsque il y a eu une communication dans plusieurs journaux sur le fait qu'ils allaient s'installer à Massy, on a fait un message aux gens du Paris Saint-Germain qu'on connaît, qui sont en charge de tout l'immobilier, en disant alors c'est votre décision, ils vont s'installer à Massy. Et le monsieur m'a répondu, règle numéro 1, ne jamais croire ce qui est écrit dans la presse. Voilà, c'est beaucoup d'intox. C'est à un moment, vous avez une pression qui se fait à un endroit et un journal va communiquer sur un sujet. À ce jour, personne ne sait rien. Personne, sauf ceux qui sont à la tête du Paris Saint-Germain et qui n'échangent pas avec nous. Donc, on est incapable de vous dire ce qu'il en est sur ce projet-là. J'ai l'impression que ça va durer jusqu'aux élections municipales et je pense qu'ils attendent de voir qui sera élu à Paris. Ah oui, d'accord. Voilà. Si c'était quelqu'un d'autre que l'équipe en place aujourd'hui, si c'était Rachida Dati par exemple, qui a annoncé clairement qu'elle était pour travailler avec le Paris Saint-Germain, je suppose ils resteront à Paris. Je suppose. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, mais je suppose. En tout cas, je vois que dans le temps qui glisse par rapport à ce qui nous était annoncé, vraisemblablement, il y a sûrement de ça. Hein. Voilà, ils attendent. À mon avis, ils attendent. Donc, on va attendre avec eux, on va voir. Le jour de toute façon où ils feront leur annonce, si jamais ils envisageaient de venir ici, on le sait, ils ne proposeront pas qu'un site parce qu'il y a tellement de sujets de réglementation, de recours, etc., qu'ils envisageront au minimum 2 sites. Et le jour où ils annonceraient éventuellement envisager de venir sur Montigny-le-Bretonneux, là on travaillera sur le fond avec eux parce que c'est sûrement un projet qui en termes d'attractivité pour le territoire peut être extraordinaire parce que ça vous donne une visibilité tout à coup fabuleuse et quand vous êtes en train de vendre notre territoire pour faire venir des entreprises par exemple, bah ça c'est un truc, c'est comme les Jeux Olympiques, on l'a vécu, le fait d'annoncer qu'on avait les Jeux Olympiques sur le territoire, c'est aussi comme ça qu'on a attiré Airbus. Vous voyez ? Donc il y a vraiment un effet levier très fort. Mais par contre, il faut qu'on s'assure que l'on fait un projet qui ne se fasse pas au détriment du reste. Donc ça, ce sont les points qu'il faudra qu'on regarde avec le Paris Saint-Germain. Je suis comme vous, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Donc je n'ai pas les yeux qui brillent quand je regarde le club. Donc je me sens à l'aise pour... moi, c'est plutôt un sport qui est joué dans votre région. C'est plus le rugby. Oui. Je serais moins impartial si c'était un club de rugby. Mais le football, je suis un peu moins sensible, même si j'aime bien. Mais enfin, mais en tout cas, voilà, il faudra vraiment qu'on se pose les bonnes questions avec le club pour voir ce qu'il propose, parce que ce soit d'abord sur la zone où il s'intègre, comment il s'intègre, que ce soit en matière de transport, en matière de sécurité, même si on a déjà eu un certain nombre de réponses sur tous ces sujets-là, il faut qu'on voit. Il y a une zone Natura 2000 derrière, donc comment ça se gère? C'est pas impossible. Hein, vous regardez le port du Havre, juste derrière, il y a une zone Natura 2000. Donc ça peut vivre à côté, mais comment on le fait? Et donc c'est toutes ces questions-là qu'il faudrait qu'on travaille si jamais ils venaient ici. Mais au fond, je crois que s'ils peuvent rester à Paris, ils resteront à Paris. Surtout qu'il y a le derby parisien maintenant. Ben, oui, en plus, exactement. Et puis le Red Star peut remonter. Enfin, je sais qu'il y a des regards aussi sur le Red Star. Je ne suis pas spécialiste en football, mais j'entends des choses. Donc, effectivement, on a au moins 2 clubs bientôt en Ligue 1 et un 3e club qui talonne un peu. Donc, il va se passer des choses sur Paris, ça c'est certain. Voilà. Merci. Je vous en prie. Aujourd'hui, tu parles de bruit de presse. Il y a un bruit de presse qui sont en train de négocier avec le Stellantis. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Chose, alors ça, c'est sans doute, ça a sans doute été porté par l'État un temps, parce que en se disant, bah, si jamais Peugeot quittait Poissy, enfin Stellantis,
Ça permettrait de faire avaler un peu la pilule si le PSG venait à la place. Mais moi, j'y crois pas trop parce que quand on a rencontré les gens du PSG, ils nous ont dit, vous avez un très bon dossier, votre défaut, parce que tous les dossiers ont des défauts, votre défaut à vous, c'est la distance de Paris. Même si, on l'a vu pendant les JO, hein, on est à 25 km, il n'y a pas de feu rouge, etc., etc. Mais malgré tout, il y a la distance de 25 km. Alors, si Montigny à 25 km de Paris, c'est loin, alors Poissy, tu vois, pour les supporters, pour aller jusque... Le site d'entraînement. Oui. Et par contre, il y a un député qui est en train de les appeler, et le maire. Oui. Qui les a réunis. Oui. Voilà. Oui. Mais je sais que Carl Olive, le député qui connaît très bien le sujet, lui se bat pour que Stellantis reste. Parce que c'est d'abord du travail, c'est ça le plus important. C'est d'abord du travail. Économiquement, pour le territoire, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir Stellantis, une usine sur place, que d'avoir un stade de foot. Certainement. Voilà. Parce que quand on pense qu'ils vont débuter, l'emplacement qu'ils ont aujourd'hui. Antoine Beau me dit il est 22h20. Si on ne veut pas se coucher trop tard. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux avant qu'on y aille? Ah ben oui, non, je cite toujours. Monsieur. Moi, j'en avais juste une sur la place Ruiclos, oui. Où le pavé est tout gondolé. Oui. Et moi, j'ai une collègue qui m'a rétamé un soir. Là, alors, c'était le long du bâtiment Futur 1. Pour le moment, ça fait une pente qui est imperceptible. Nous, on a notre sortie de secours qui débouche plus à un endroit où le pavé il fait 10 cm de plus. Et puis après, il y a des zones devant, là où il y a les motos, où c'est tout gondolé. Oui. C'est des choses où on ne peut même pas faire attention. Oui. Nous, pour l'intéressement, la sécurité, on nous dit il ne faut pas tomber, tenez les rampes. Là, il y a des marches, il n'y a pas de rampe. Oui. Et en plus, c'est ultra piégeux. Ah. Donc là, il y a des pavés qui sont marqués, j'ai vu, oui. Avec des croix qui oui. passent. Oui. C'est dangereux. D'accord. Ok, merci monsieur. Alors il y a plusieurs travaux qui sont prévus. Il y a des travaux parce qu'il y avait des fuites sous l'escalier déjà. Donc il y avait des choses à traiter là qui étaient très compliquées à traiter. Ils ont mis beaucoup de temps pour trouver le cheminement et donc l'origine de la fuite. Et effectivement sur la place aujourd'hui, il y a vraiment besoin de revoir. C'est pas compliqué, hein, ça va beaucoup avec les racines. Vous avez des mouvements de terre et puis le bitume parfois s'arrondit un peu, mais le pavé top, il m'emplit. Donc là effectivement on va revoir avec Saint-Quentin-en-Yvelines pour qu'il y ait des travaux qui soient faits. Je ne peux pas vous dire que ça va être fait rapidement, mais en tout cas c'est noté, on va revoir avec eux. Merci monsieur. C'est bon? Bon, ben écoutez, merci à vous, merci beaucoup d'être venu ce soir. Très bonne fin de soirée. Un grand merci à vous. Au revoir.